Bonjour et bienvenue dans le podcast Marketing Mania. Enfin, pas tout à fait, parce qu'aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial. On va présenter un épisode d'un autre podcast, et en réalité mon podcast le plus populaire que j'ai fait, bien plus populaire que Marketing Mania, et c'est Nomade Digital. Et pourquoi est-ce que vous n'avez pas entendu parler de Nomade Digital s'il est si populaire ? C'est parce que c'est un podcast qu'on a officiellement arrêté en 2018. Qu'est-ce que c'était que Nomade Digital ? Comme son nom l'indique, c'était un podcast qui parlait de nomadisme digital que j'ai enregistré avec un gars qui s'appelle Paul. Et le slogan, qui résume bien l'idée, c'est l'émission de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur temps et de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler n'importe où dans le monde. Chaque semaine, venez discuter entrepreneuriat, productivité et voyage avec deux gars qui le vivent au quotidien. C'est donc un podcast de conversation sur le nomadisme digital, sur la vie d'un entrepreneur. C'est un podcast qui est extrêmement transparent, extrêmement honnête et surtout qui suit deux personnes à un moment où ils commencent à avoir leur premier succès dans le business et à partir à l'étranger, jusqu'à un moment où on commence à avoir des gros business, des équipes, et vous allez pouvoir voir cette transformation en temps réel si vous venez aujourd'hui et que vous allez réécouter le podcast Nomade Digital. On considère que c'est une œuvre terminée, c'est un peu comme 3 saisons d'une série télé que vous pouvez revoir plus tard, qui capture un petit peu comme un fossile cette période assez spéciale de nos carrières, la période où ça commence à décoller, la période où vous commencez à comprendre les choses. Aujourd'hui, on est un peu plus installé dans le paysage, on est un peu plus mature, et donc on n'a plus aussi ce regard innocent sur la vie. Mais pour les gens qui débutent, c'est un podcast qui a eu un impact. Les gens m'ont dit qu'ils auraient écouté 2 fois entièrement l'ensemble des épisodes. Je ne pense pas qu'il y ait des gens qui écoutaient 2 fois l'ensemble des épisodes de Marketing Mania. C'est un podcast qui a eu un impact fort. Et si vous vous reconnaissez dans cette description, je vous invite à l'écouter, notamment écouter l'épisode que vous allez avoir aujourd'hui, qui est une FAQ qu'on a enregistrée il y a quelques semaines pour faire une update. 2 ans après le dernier épisode d'update, on fait une petite update, notamment sur Paul, parce qu'il faut savoir que Paul a un gros business dans le domaine de l'e-commerce et de la vente de produits physiques, donc il ne crée pas de contenu. Et autant si vous vous demandez, tiens, qu'est-ce qui est arrivé à Stan ? Il suffit de taper Stan Leloup et voilà, vous trouvez sur YouTube ce que je suis en train de faire. Lui ne crée pas de contenu, donc il y a beaucoup de gens qui me demandent de ses nouvelles. Et finalement, il a accepté de faire un épisode FAQ pour tous les fans de Nomade Digital qui sont en manque de Paul et de ses anecdotes incroyables. Donc, épisode d'aujourd'hui, si ça vous a plu, je vous conseille ensuite d'aller écouter un épisode qui s'appelle « Comment devenir Nike », qui est un épisode qu'on a fait, qui est un résumé d'une excellente biographie, la biographie de Phil Knight, qui est le fondateur de Nike, et qui est un épisode très facile pour rentrer dans le podcast. C'est très instructif, c'est un très bon livre qui est résumé avec beaucoup de retours d'expérience de Paul sur sa propre expérience dans l'e-commerce et ce qui compare ou non au livre sur Nike, et bien sûr, du rire, de la déconne, comme on l'a jamais eu dans Marketing Mania, mais comme on l'a toujours eu sur Nomade Digital. Dans cet épisode FAQ, de quoi est-ce qu'on va parler ? On va faire bien sûr une update sur Paul, là où il en est, ce qu'il fait, son business, sur quoi il travaille. On va faire un retour sur le nomadisme digital après plusieurs années. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients ? Est-ce que ça valait le coup ? Est-ce que c'est pérenne ? Combien de temps est-ce qu'on peut rester nomade digital avant de se dire il est temps de se poser ? On va parler de monter un business à 2 et pourquoi est-ce qu'on n'a jamais monté de business ensemble et pourquoi est-ce qu'on le fera probablement jamais. On va parler de comment trouver un groupe d'amis ou un mentor sans partir au bout du monde. Et la réalité, c'est que Paul et moi, on est devenus amis sans se rencontrer. On s'est rencontrés très longtemps après avoir déjà fait un podcast ensemble. On va parler de comment scaler un business sur Amazon FBA avec la stratégie spéciale de comment est-ce qu'une personne qui a plusieurs centaines de milliers d'euros peut passer à l'étape suivante, puisque évidemment, c'est la spécialité de Paul et on a eu une question très spécifique là-dessus. Et puis pour terminer, on aura une anecdote de Paul dans la grande tradition de Nomade Digital, une anecdote avec des décisions improbables, avec une situation rocambolesque qui arrivera en fin d'épisode. Si vous avez aimé cet épisode que vous allez écouter, n'oubliez pas de vous abonner à Nomade Digital et d'aller réécouter les anciens épisodes. Vous pouvez taper Nomade Digital sur iTunes, sur Google Podcast, sur Spotify. Il est partout. Ça reste totalement viable des années après. Je sais que beaucoup de gens le découvrent récemment. On a encore des commentaires de 2020 de gens qui ont découvert et qui se sont fait la 50aine d'épisodes qui est disponible. Il y a un côté assez storytelling, il y a un côté, c'est un podcast qui se suit avec des personnages qui évoluent au fil du temps. Et aujourd'hui, vous avez un petit peu l'épisode réunion, un peu comme quand ils se réunissent 5 ans plus tard pour faire un épisode. L'épisode réunion de série télé, c'est jamais top. Là, on espère que ça sera un peu mieux, ou en tout cas que ça fera plaisir aux gens qui adorent Nomade Digital d'avoir des news de Paul. Sans plus de transition, je vous présente l'épisode de 2020 de Nomade Digital.
Vous écoutez le podcast Nomade Digital, l'émission de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur temps et de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler n'importe où dans le monde. Chaque semaine, venez discuter entrepreneuriat, productivité et voyage avec deux gars qui le vivent au quotidien. Bienvenue sur le podcast Nomade Digital, le podcast qui est parti sur une fréquence de un épisode tous les 2 ans. Je suis Stan de marketingmania.fr. Je suis Paul. Ça s'appelle PAUL pour étoffer un peu mon intro. Une intro très étoffée. Aujourd'hui, on parle de qu'est-ce qu'on a fait pendant tout ce temps, où on en est, qu'est-ce que Paul fabrique, a-t-il disparu, sur quoi il travaille. On va aussi répondre aux questions. On a fait un appel aux questions par email sur la newsletter Nomade Digital et puis aussi sur la newsletter Marketing Mania pour avoir vos questions. On a un certain nombre de questions qui ont été posées par des fans de longue date du podcast, puisque quasiment tous nos fans sont maintenant des fans de longue date, puisqu'ils nous ont connus il y a déjà plusieurs années. Avant de commencer, petite mise à jour sur là où on en est, qu'est-ce qu'on fait. Donc, et je vais te laisser commencer, Paul, parce que je pense que les gens se posent beaucoup plus de questions sur ta situation, vu que moi, je suis beaucoup plus facile à retracer sur Internet. Donc, où habites-tu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Sur quoi tu travailles? Est-ce que tu es toujours nomade digital? La dernière update, je crois que c'était un plus de 2 ans, quelque chose comme ça, mais à vrai dire, ça n'a pas changé. Donc, je suis toujours à Chiang Mai, je crois que j'étais déjà à Chiang Mai à l'époque. Je travaille toujours sur le même business. Donc, par rapport à ça, c'est une constante. Donc, toujours vente de produits physiques et de moins en moins nomade digital. Je pense qu'on partage un peu cette tendance-là. Donc, le sujet de nomadisme digital et notamment la pérennité du truc, c'est une question qui est beaucoup revenue. C'est d'ailleurs la question qui est revenue le plus souvent dans les questions qui nous ont été posées. Et on reviendra dessus un peu plus loin après. Après, c'est vrai que le terme de nomade digital tel qu'il est utilisé, du coup, il ne correspond plus trop, ou en tout cas, c'est un peu un abus de langage pour nous de se distinguer comme nomade digital dans la mesure où on n'est pas vraiment nomade, quoi. C'est pas comme si on était avec un sac à dos à flotter au gré du vent. Il n'y a pas de terme vraiment qui correspond à ce qu'on fait. Je suppose que le terme le plus proche, c'est le terme anglais de location independent, donc un entrepreneur qui serait indépendant d'un certain lieu, qui ne fonctionne pas trop en français. Donc, du coup, que faire? Parce que tu n'es pas non plus vraiment expat. Je dirais qu'un expat, c'est un gars qui travaille dans une grande multinationale, qui a été envoyé en mission dans tel pays. C'est un autre style de vie, ce n'est pas vraiment ce que nous, on fait. Et pour moi, on est quand même plus proche d'un gars qui est nomade digital et qui se pointe à Chiang Mai et qui reste 3 mois et qui fait le reste de l'année dans d'autres pays. Pendant une période où lui, il est à Chiang Mai et nous, on est aussi en Thaïlande, on a à peu près le même style de vie. C'est pour ça que je me considère qu'on est toujours relativement proche de ce mouvement, en tout cas dans la philosophie et dans le mode de vie, même si concrètement, la partie nomade, elle n'est plus vraiment applicable. Effectivement, en fait, au final, on est des télétravailleurs, quoi. Si on doit le résumer à ça, c'est que l'essentiel, c'est qu'on peut travailler d'où on veut. Après, il se trouve que où on veut, ça ne change pas régulièrement ou pas autant que par le passé. Et je pense que c'est un point intéressant parce que tu pourrais dire, OK, si tu es toujours au même endroit, ça sert à quoi d'être nomade digital? Et pourquoi tu nous as vendu le nomadisme digital pendant des années? C'est du bullshit. Mais en fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que le bénéfice qu'on en tire finalement, c'est de pouvoir vivre exactement là où on veut et de pouvoir faire un choix. Je prends notamment Chiang Mai. Tu vas vivre à Chiang Mai et tu n'as pas un business en ligne. Bonne chance, quoi. Peut-être tu vas pouvoir faire prof d'anglais, mais encore, c'est pas comme s'il y avait du boulot, tu vois. Donc, si tu as un boulot, tu es un peu obligé d'être là où il va. Ou si tu as un business qui est lié à un lieu, tu es obligé d'être là où ton business va pouvoir faire de l'argent et va pouvoir avoir des clients. L'avantage d'avoir cette possibilité de nomadisme digital, même si tu choisis de ne pas l'exercer, c'est qu'au final, tu peux aller absolument là où tu veux et faire ce que tu veux. Et ça veut dire aussi que moi, j'ai passé 2 semaines au Canada cette année, un peu plus de 2 semaines, tu vois, pour aller voir de la famille et tout. C'est pas vraiment des vacances, tu vois. Tu peux très bien bosser là-bas. Si tu as envie d'y aller pendant 1 mois, tu peux y aller pendant 1 mois. Si tu veux aller pendant 3 mois quelque part, tu peux y aller. Donc, ça, mine de rien, ça change quand même pas mal la manière dont tu te déplaces parce que tu peux emmener ton boulot avec toi et tu n'as pas cette pression de te dire, OK, combien de temps est-ce que je vais partir? Combien de temps est-ce que je vais laisser mon business de côté? Au final, l'interruption entre les deux, elle est assez limitée. Et pour toutes ces raisons, je pense que ça continue quand même à affecter nos vies, même si on n'est pas en mode toutes les 2 semaines, un nouvel Airbnb. Effectivement. Par contre, ça, c'est intéressant, c'est que je pensais que le concept de nomadisme digital grossirait plus vite qu'il a vraiment grossi en fait en France. Et par exemple, c'est toujours compliqué pour les gens quand tu leur dis que tu pars, je sais pas, au Japon ou tu pars dans des îles dans le sud de la Thaïlande, de comprendre que tu travailles toujours en fait, que c'est pas des vacances. Ça reste encore. Je pense qu'il y a
il y a le modèle mental que dès que tu pars, notamment, et pour peu que ce soit un peu exotique, euh, c'est que forcément tu pars en vacances. Donc ça, je suis assez surpris. On a créé le podcast qu'en 2016, c'est ça? Ouais, je pense, 2016. Je suis assez surpris que ça n'ait pas fait plus. J'aurais pensé que ça aurait accéléré plus que ça a été vraiment le cas. Un élément qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens qui ont la possibilité maintenant de devenir nomades digitaux choisissent de ne pas le faire. Ou alors ils le font pendant une courte période et c'est un peu une phase. C'est un peu cette phase Je où pense que c'est le gros truc. C'est qu'il ouais, y a très peu qui le font pendant plus d'un ouais, an, par exemple. tu le fais en sac à Moi, je l'ai dos. fait faire un an. Ouais. Mais toi, tu es resté en Thaïlande. C'est-à-dire que pas mal de gens soit le font jamais, soit ils le font une phase pendant 6 mois, un an, en mode j'ai fait mon voyage. C'est un peu comme le gars qui fait le tour du monde pendant un an après ses études. Et au final, il rentre et il rentre bosser et il s'installe en France, même s'ils auraient la possibilité de s'installer ailleurs. Et ce qui fait que finalement, quand tu intercroises le nombre de personnes qui ont la possibilité de le faire, et ensuite tu retires de ça les gens qui décident de ne pas le faire finalement après l'avoir testé, il ne reste pas tant de monde que ça qui va le faire pendant longtemps. Et il reste très peu de gens qui continuent à voyager intensément, plus de, mettons, 3 ans. Quoi. À un moment donné, tu as fait le tour quoi, du voyage et ça commence à être saoulé d'être toujours en train. Disons que les frictions commencent à te peser à mesure que les bénéfices de changer tout le temps d'endroit et de découvrir de nouveaux endroits diminuent avec le temps. Et je pense qu'on en parlera plus avec la prochaine question, qui est la question de Gabriel, mais il y a aussi le fait qu'en fait, j'ai beaucoup de mal à penser à des business larges qui ont été créés par des nomades digitaux purs et durs, quoi. Peut-être que toi, t'en connais un peu plus, mais moi, j'ai personne en tête qui voyage constamment et qui a vraiment créé un business d'une taille assez large. Ça complique quand même beaucoup, beaucoup les choses. C'est vraiment après une question de priorité, quoi. C'est clair que tu peux pas voyager tout le temps et maintenir le même niveau de productivité, ne serait-ce qu'en question de friction, du temps que tu passes dans l'avion, le temps que tu passes à te réinstaller, le fait de pas être aussi confortable quand tu bosses et aussi le changement de zone horaire. Enfin, il y a plein de frictions qui sont indéniables et qui sont essentiellement incontournables. Ce qui veut dire que toute personne qui a une ambition énorme de monter quelque chose d'énorme va très rapidement réaliser que ça n'a pas de sens. Quoi. Si tu as une ambition énorme et que tu dois tout dédier pour faire ton business et que tu dois tout optimiser autour de cette ambition, voyager constamment, c'est forcément un désavantage. Ce qui est clair. Après, on pourrait aussi faire l'argument, tu vois, qu'il n'y a pas tant de gens qui ont fait des gros business en vivant simplement à l'étranger ou en vivant en Thaïlande sans être thaï, tu vois, donc en étant expat dans un autre pays. Il n'y a pas tant de gens qui l'ont fait, mais il y a aussi un facteur là, simplement que ça peut prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans de vraiment monter un business à cette échelle, un truc énorme, et que tout simplement, ces gens-là n'ont pas encore eu le temps d'émerger. C'est aussi possible. C'est possible, effectivement. Donc, toi, tu as expliqué que tu étais à Chiang Mai, tu bosses toujours sur ton business de vente de produits physiques, notamment via Amazon. Moi, c'est pareil, je fais un peu toujours la même chose que ce que je faisais au moment où on a terminé le podcast, qui était d'ailleurs pas la même chose que ce que je faisais quand on a commencé le podcast. Quand on a commencé le podcast, je faisais encore énormément de consulting en pub Facebook. Après ça, je me suis bien sûr mis à faire des vidéos. Et aujourd'hui, je suis entièrement focus sur tout ce qui est création de contenu, les vidéos sur la chaîne Marketing Mania, le podcast Marketing Mania. Ce qui a changé chez moi, c'est principalement la dimension du business et la dimension de l'équipe. Je pense que la dernière fois qu'on a fait un podcast update, je devais être tout seul, où j'avais une personne uniquement à plein temps sur Marketing Mania. Maintenant, on est 4 à bosser à plein temps sur Marketing Mania. J'aime bien qu'on soit plus. C'est vrai que c'est pas si facile que ça pour moi de déléguer, de recruter des gens, parce que mon business se base autant sur moi, ma marque personnelle et la création de contenu. Mais le business a bien évolué à ce niveau-là, même s'il reste essentiellement le cœur de ce que je faisais à l'époque. Par contre, j'ai déménagé à Bangkok. Pendant longtemps, je vivais à Ho Chi Minh Ville, comme le savent les gens qui ont écouté le podcast Nomad Digital. Et entre-temps, j'ai déménagé à Bangkok. Donc, je me suis rapproché un petit peu de toi en Thaïlande. Et ça m'intéresserait tôt ou tard de déménager à Chiang Mai. Et la raison pour laquelle je n'ai pas encore déménagé à Chiang Mai, c'est parce que il y a 2 mois, j'ai eu un bébé, j'ai eu une fille. Donc, finalement, voilà, c'était un peu le focus numéro 1 et j'avais moins envie de bouger, notamment parce qu'on avait nos docteurs ici, on avait tout ici. Et donc, du coup, c'était aussi simple de rester sur place. Merci encore une fois, félicitations. Merci. On s'était vu d'ailleurs à ce moment-là que tu passais à Bangkok. Moi, de mon côté, j'ai eu un chien aussi, si on veut. C'était au courant. Ah oui, bien sûr. Qu'on a un petit peu entendu d'ailleurs aboyer tout à l'heure sur le podcast.
Ouais, je pense pas qu'on enregistrait encore, mais t'as un chien, donc du coup, c'est une grande décision de vie parce que t'as dû déménager, t'as dû habiter dans une maison. Avec jardin, en fait, c'est la différence, c'est que tu es obligé Ouais, d'avoir un jardin, quoi. Donc, tu es obligé de. Et à Chiang Mai, tu pas vraiment de maison qui soit un peu proche du centre, donc tu dois t'expatrier dans la banlieue de Chiang Mai. Donc, ouais, c'est des ramifications. Après, je pense que c'est quand même plus simple qu'un enfant. Mais ouais, Finalement, on a confirmé qu'avoir un chien est plus perturbant qu'un enfant parce que pour un chien, t'as dû déménager. Moi, je suis resté dans le même appart hein, et c'est au vrai. final, j'ai même pas déménagé. Donc, le trade-off est là. Euh, Tout à fait là. Mais après nous, par exemple, notre chien, ce qui est pratique, c'est qu'on n'a pas besoin de regarder Grab ou enfin, les équivalents Uber Eats, Foodpanda ou autre, parce qu'elle aboie dès qu'il y a quelqu'un qui arrive. Donc toi, déjà, elle sert à quelque chose, puis elle connaît quelques commandes, tu ouais, vois, tu peux la faire s'asseoir, tu peux la faire s'allonger, ouais. tu peux lui faire donner la patte, alors que ta fille, je crois que tu lui demandes la patte, il va rien se passer, quoi. Donc il y a un développement plus rapide au début pour les chiens. Ouais, ouais, Et puis après, effectivement. l'avantage, c'est que je pense que dès 4-5 ans, je pense que ta fille, tu peux déjà la faire travailler un peu en data entry sur Excel. À mon avis, ça commence à être l'âge où. Ouais, c'est chaud. 4-5 ans. Je pense que c'est faisable Je pense, data entry sur Excel, non? ouais. Je sais pas quel est le niveau de lecture des gamins à 4-5 ans. Je crois que c'est lettre par lettre. Bah, c'est ça, c'est que par exemple, si c'est que des chiffres et qu'elle a une feuille à côté Ouais. et qu'elle doit rentrer dans Excel, je pense que ce serait pas délirant. Donc la question, c'est pourquoi est-ce que j'aurais une feuille à rentrer de ma vie. Ça fait 5 ans que j'ai pas touché une imprimante. Mais peut-être, écoute, on verra s'il y a une situation très très précise qui se présente. Euh, Par contre, je pense que tu peux assez bien exploiter tes enfants dans les vidéos YouTube, tu vois, pour avoir des likes, de sympathie, etc. Je sais que C'est vrai. dès que je le mentionne dans une vidéo, j'ai des centaines de commentaires, de félicitations. Donc ça fait booster mon algorithme, c'est bien. J'essaie de le mentionner dans chaque vidéo, peut-être trouver un moyen d'en parler. Tu vas la mettre dans le Euh, thumbnail, dans la photo, ouais, avec l'air ouais. surpris, tu la prends en Mm, photo, encadré ouais. en blanc. Donc attendez-vous à des nouvelles miniatures sur la chaîne Marketing Mania. On a aussi des questions sur le coronavirus. On peut passer quand même dessus parce que c'est quand même de l'actualité et du truc courant. Donc les gens se posent la question de comment ça se passe pour nous à ce niveau-là. C'est vrai que, en tout cas, de mon point de vue, de là où je suis, et tu me diras ce que tu en penses après, c'est pas aussi violent qu'en France. C'est-à-dire qu'en Thaïlande, pour le moment, tu peux encore te déplacer comme tu veux. Il n'y a pas de confinement qui est obligatoire. La plupart des lieux publics, genre les restaurants, les centres commerciaux, etc., sont fermés. Voilà. Après, moi, quand tu rajoutes à ça le bébé, enfin déjà que le fait qu'on sortait pas très souvent et que on allait de temps en temps au restaurant, etc., tu rajoutes le bébé qui fait que finalement, tu es tout aussi content de faire une livraison de bouffe que d'aller au restaurant. Finalement, moi, ça m'a pas tant affecté que ça. Je dirais que c'est un peu plus des petits détails du type, bah voilà, je peux plus aller à la piscine de mon immeuble, ça a été fermé, la salle de sport, etc. Bon, ça reste quand même assez marginal par rapport au fait d'être confiné légalement où tu as besoin d'un papier pour sortir de chez toi. Et au niveau business, pour le moment, et là, pour le coup, je suis vraiment intéressé pour avoir ton retour parce que l'impact chez moi, il est extrêmement marginal. C'est-à-dire que le principal impact que j'ai eu, c'est que j'ai sorti un livre fin janvier et aujourd'hui, mon livre, tu peux quasiment plus l'acheter parce que toutes les librairies sont fermées et Amazon ne livre plus ce type de produit. Alors qu'apparemment, ils ont du stock, mais ils ne livrent plus, tu ne peux plus le commander sur Amazon. Donc, tu peux toujours acheter le livre audio, tu peux toujours l'acheter sur la Fnac, je crois qu'ils livrent encore. Mais globalement, mes ventes de livres se sont pris une grosse claque à cause de ça, ce qui est assez marginal. Par contre, j'ai continué à bien checker les ventes sur les formations et moi, j'ai eu aucun impact pour le moment au niveau de mes ventes, de ce qui me rapporte de l'argent. Est-ce que tu penses que tu pourrais même avoir un impact positif sur le long terme ou pas? Juste plus de gens qui se mettent au télétravail, peut-être des gens qui vont perdre leur emploi. Est-ce que toi, tu penses que ça pourrait avoir un effet positif sur les ventes de formation ou pas? Je pense que oui. Bah, ça a déjà eu. Après, c'est compliqué pour moi, si tu veux, de déterminer ce genre de tendance à très court terme. C'est-à-dire que, en gros, si tu veux, je compare un produit par rapport à ce qu'il a fait sur un autre lancement et je m'attends à quand même avoir des variations. Donc là, j'étais à plus que ce que je m'attendais. Mettons, j'étais à plus 30%. Mais tu vois, quand je dis plus 30% sur un lancement, est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont découvert récemment ou est-ce que c'est parce que c'est le coronavirus? Tu vois, Ouais, il n'y a pas les un seul trucs sont facteur, difficiles hein. à démêler. Je pense que donc du coup j'ai pas la data, tu vois, c'est pour ça que je lis, c'est à peu près la même chose, même si les signes sont positifs, je considère pas que c'est concluant. Par contre, je pense que sur le long terme, c'est clair que ça va bénéficier parce que en gros en période d'incertitude, les gens cherchent à se former, les gens se disent ok, c'est quoi mes compétences, ça a foutu beaucoup de pieds au cul. Beaucoup de gens veulent lancer un business, mais la raison numéro 1 pour laquelle les gens le font pas, c'est la procrastination.
En fait, je parle toujours dans Marketing Mania de l'importance d'avoir un problème dur. Et le U, c'est l'urgent. En gros, à quel niveau est-ce que ce que tu proposes, c'est urgent? Et c'est vrai que dans beaucoup de cas, monter un business, c'est pas un truc qui est urgent. Si tu as déjà un bon boulot, si tu as déjà un salaire, si tu n'es pas dans la galère, si tu te débrouilles bien, c'est pas urgent. Et je pense que les gens, si tu veux, qui n'ont pas envie de monter un business, c'est pas ça qui va nécessairement les convaincre, parce que c'est des gens qui cherchent la sécurité et chercheront la sécurité dans des institutions. Mais les gens qui ont envie de le faire et qui tout d'un coup sentent que c'est peut-être le moment de le faire, ou peut-être qu'il y a un nouveau risque, ou il y a un danger, ou peut-être qu'eux aussi, ils voient des opportunités. Parce que comme le confinement, ça change pas mal de comportements, il y a sans doute des boîtes à monter ou des nouveaux projets à faire ou des nouvelles manières de faire certains services. Donc les gens peuvent aussi voir des opportunités là où il y a 6 mois, ils t'auraient dit tout a été fait. Donc je pense que sur le moyen terme, ça va avoir un effet positif pour moi. Après, sur le très très long terme, ça dépendra vraiment beaucoup de la situation économique générale. C'est-à-dire que si tout le monde a plus d'argent, si il y a une vraie crise économique, s'il y a un vrai doute, une peur sur le futur, je pense que ça fera du mal aux ventes de formation, parce que pour se former, en gros, il faut que tu te dises, tiens, je vais faire un truc, je vais me former, je vais apporter une compétence, et cette compétence, ça va m'aider à faire quelque chose. Donc, il faut que tu aies une vision sur le futur. Ouais. Si tu es trop incertain du futur, tu fais plus ce type d'investissement et tu te replies sur vraiment des trucs qui sont acquis. Tu vois, enfin, de la même manière que les gens veulent plus être en bourse quand il y a trop d'incertitude et de volatilité, parce qu'ils veulent se replier sur des trucs qui vont être moins volatiles et plus certains. Ils ont du mal à investir sur le futur quand le futur est super incertain. Donc j'imagine en fait de ton côté, ton boulot, ça va être d'argumenter que justement ce qui crée la sécurité de l'emploi, c'est la compétence. Parce que moi je pense qu'il est très vrai, mais je pense que du coup ça sera peut-être le point sur lequel appuyer. Ouais. J'imagine. Carrément. C'est ça, et puis c'est l'idée de dire... disons qu'un des concurrents principaux de monter un business, comme je le disais, ça a toujours été de rester dans ton job, quoi. Donc si j'argumente que peut-être que ton job il est moins sécure, ça a vraiment le coup d'avoir un backup. Ça vaut le coup d'avoir un backup, et t'es pas forcément obligé d'avoir un business que tu vas faire full time aujourd'hui et de quitter ton job. Mais le jour où tu perds ton job, partir de zéro et monter un business, c'est le stress de l'enfer. Si tu as déjà un truc qui marche, qui fait pas forcément des 1000 et des 100, mais qui fonctionne et qui tourne, et tu sais que tu peux l'alimenter, ça fait une grosse différence. Donc je peux voir pas mal de gens qui voudront avoir un plan B à développer en parallèle. Et voilà, certains des trucs dont moi je parle, notamment tu vois, la création de contenu, etc. La plupart des gens, quand tu crées du contenu, c'est malin de le faire en parallèle, parce que ça va te prendre un an et demi d'avoir de l'attraction. Donc à quoi ça sert de partir en jour 1 et de démissionner de ton job? C'est un truc qui peut assez bien se faire en parallèle. Donc je pense que là-dessus, il y a des arguments à faire. Et puis un gain de temps aussi via le télétravail. Déjà, je pense que les gens compressent les heures qu'ils travaillent, mais je pense aussi, par exemple, les gens qui sont de banlieue parisienne et qui vont à la Défense, généralement c'est 1h30 aller-retour. Donc c'est 3 heures de perdu par jour, plus toute l'énergie que ça te pompe d'aller dans les transports. D'un coup, c'est ce temps-là qui est dégagé. Donc montage, il y a d'autres, ça peut aller sur Netflix ou autre, mais ça peut aussi du coup aller vers des formations, quoi. À avoir, tout ça, je pense, c'est assez spéculatif. Et c'est dur de savoir vraiment quel poids chaque facteur aura, mais moi, je pense que globalement, ça devrait être positif dans ton cas. Mais pour toi, du coup, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'on a plusieurs aspects. On a l'aspect chinois qui a été fermé, donc on a l'aspect fournisseur, on a l'aspect distribution avec Amazon. Je ne sais pas s'ils livrent encore les produits que toi tu vends. Comment ça se passe pour toi et globalement pour ton équipe qui est beaucoup plus large et beaucoup plus distribuée que la mienne? Nous, on est dans la bonne catégorie de produits, donc ça, c'est bien. Donc nos ventes, elles ont augmenté parce qu'on est dans la bonne catégorie. Après, au niveau de l'équipe, on a juste une équipe qui est en physique, c'est l'équipe chinoise qui pendant un mois n'a pas pu travailler. Mais en même temps, toutes les usines étaient fermées aussi, donc bon, ça changeait pas grand-chose. Le reste, on est déjà remote, donc ça n'a rien changé pour nous. Après, effectivement, en fait, c'est le chaos après à tout niveau. C'est le chaos en termes de demande, donc la demande fluctue de façon monstrueuse. C'est le chaos en termes de advertising, donc d'un coup, tu as beaucoup qui retirent l'advertising, donc tu as un peu toujours la question, est-ce que nous, on met plus d'advertising ou est-ce qu'on aussi, on fait gaffe et on préserve notre stock? Et tu as le chaos au niveau supply à tout. Donc, et c'était aussi le chaos chez Amazon en tant que tel. Donc Amazon qui livre ou qui livre pas, qui ferme des produits, qui les ferme pas. En fait, ça change tous les jours. C'est un peu sapin de Noël, toi. Si on a des alertes, ça, c'est un peu constant. Machin truc a été ouvert, machin truc a été fermé. Euh, donc en gros, là, ce qu'on fait actuellement, c'est justement optimiser, que ce soit pour la production, la logistique ou même les ventes chez Amazon, essayer d'optimiser pour la situation actuelle. Ce qui est pas évident. Pour te donner une idée, avant, on faisait un point justement sur l'inventaire toutes les semaines. Maintenant, on en fait un tous les jours, tous les 2 jours, parce que il y a des fluctuations qui sont monstrueuses, quoi. Et ça peut aller très vite.
Parce que c'est tendu pour approvisionner tes produits sur les usines? C'est ça. Et ce qui aggrave le truc, c'est que du coup, on est un peu limité au niveau stock. Normalement, ce qu'on peut faire pour beaucoup de produits, c'est envoyer par avion. Sauf qu'actuellement, les délais de livraison par avion ils sont très, très incertains et surtout les coûts sont monstrueux. Donc, par exemple, on est passé de l'ordre de 3,80 € le kilo à 11-12 € le kilo pour livrer en Europe. Euh, et ce qui fait qu'il y a beaucoup de produits qui avant où c'était OK d'envoyer par avion, maintenant c'est plus possible. Donc il faut du coup compter le délai de production qui est allongé parce que les usines chinoises ont des commandes à rattraper. Et ensuite, il faut compter que c'est de l'envoi par bateau. Ce qui fait qu'en fait, ce que tu commandes maintenant, tu vas le recevoir dans, je sais pas, 2 mois et demi, dans le meilleur des scénarios. Euh, et donc, l'idée, c'est qu'il faut que tu fasses maintenir ton stock sur 2 mois et demi. Mais en même temps, tu as toujours la crainte potentiellement que, justement, ce qui s'est passé avec, je crois, hier, Amazon qui ferme en France, ainsi de suite. Donc, tu as toujours un peu l'indécision entre est-ce qu'on essaie d'écouler le stock au maximum maintenant, au cas où dans 2 semaines, ça serait encore plus problématique de vendre, ou est-ce qu'on essaie de maintenir le stock? Nous, on est plutôt dans l'idée de maintenir le stock et un peu de outlast tout le monde. Mais c'est effectivement un truc un peu au jour le jour et c'est assez chaotique. Mais C'est de après, globalement, l'équilibrage. c'est l'équilibrage, Ouais, l'optimisation, en ouais. fait. Mais après, globalement, pour nous, je pense que ça va être plutôt positif parce qu'encore une fois, on est à la bonne catégorie de produits. Et même si la demande baisse globalement à cause d'une récession sur le long terme, tu as beaucoup de gens pour la première fois qui se sont inscrits sur Amazon. Et une fois que tu es inscrit sur Amazon, généralement, tu pars plus. Et donc, je pense que la baisse de demande globale va être compensée par le fait que l'e-commerce il va avoir, je pense, un petit bump encore plus. Déjà, c'était en croissance, mais je pense qu'il y a encore un petit bump. Ce qui fait que l'un dans l'autre, on prévoit que ce soit stable, voire positif, quoi. Et du coup, est-ce que tu as changé une partie de ta stratégie ou est-ce que des opportunités particulières que tu as identifiées, que tu n'avais pas identifiées avant et sur lesquelles tu vas te mettre ou est-ce que c'est juste comment faire survivre le business actuel? Non, on est clairement pas en mode survie. On est bien. Donc là, la question, ce serait plutôt justement, tu as peut-être des marques qui ont été mal gérées ou je sais pas, qui sont overextend et qui vont être en difficulté. Donc savoir est-ce que ce sera intéressant pour nous ensuite de faire des acquisitions. Je pense qu'honnêtement, on sentira les vrais effets dans 3, 6, même 9 mois du coronavirus. Euh, donc en fait, l'idée, c'est de déjà préparer en termes de funding si on veut en faire ça et ensuite rester un peu à l'affût d'opportunités potentielles. Euh, donc c'est plutôt comme ça. Et après, pour ce qui est du lancement de nouveaux produits croissance internationale, en fait, on continue comme avant. On n'a pas scale back quoi que ce soit. Salut Stan et salut Paul, je suis vraiment hyper content de vous poser une question. Il faut savoir que je suis hyper fan de votre podcast Nomade Digital. Je l'ai écouté après qu'il soit sorti. Il faut même savoir que je l'ai écouté 2 fois tellement il m'a inspiré, il m'a motivé à me lancer. Bref, donc j'ai 2 questions. Première question, c'est après coup, voilà, une fois que vous avez fini maintenant votre aventure de nomade digital, vous êtes plutôt sédentaire digital. Qu'est-ce que ça vous a apporté, outre le fait d'avoir réussi dans le business? Qu'est-ce que ça vous a apporté personnellement au niveau de la philosophie, au niveau de votre vie, voilà. Qu'est-ce que ça vous a apporté globalement d'avoir fait cette expérience de nomadisme digital? Et deuxième question, ben, c'est dommage qu'on puisse plus avoir de nouvelles de Paul. Moi, franchement, j'avais vraiment apprécié la personne ou le personnage. Donc, si jamais il y a un moyen de te suivre, voilà, d'avoir de tes nouvelles de temps en temps, ça ferait plaisir. Voilà. Donc, quels sont les avantages ou qu'est-ce qu'on a retiré de toute cette idée de nomadisme digital, même si pour moi, on est encore dans la continuité dans le fait de vivre à l'étranger. C'est pas comme si on s'était pris des petits appartements en centre-ville parisien. Pour moi, on est toujours dans ces mêmes idées, dans ces mêmes valeurs. La question, c'est donc quels sont les avantages? Qu'est-ce que tu en as retiré? Ou en tout cas, qu'est-ce que dans ton business actuel, ça t'a apporté d'être nomade digital? Pour moi, je pense que ce que j'en ai retiré, en fait, c'est le contraste. Et c'est peut-être un des trucs premiers qu'après, on a tendance à un peu oublier avec le temps. C'est combien vaut 1 € selon là où tu vis. Donc, pour le contexte, quand j'étais en Angleterre, j'étais dans une maison avec 9 colocs dans un quartier très bof de la ville. C'était une maison à rundown, elle était à mauvais état et je payais de l'ordre de 600 € par mois.
y compris en plus, je devais payer aussi les factures, donc je devais peut-être arriver à 150 € par mois. Donc pour une chambre où il y avait juste la place pour le lit et puis 9 colocs. Et donc juste après ça, je bouge aux Philippines et j'arrive aux Philippines, appartement, bon, un petit appartement à 30 mètres carrés, mais ouais, bel mot appartement, mais un appartement quand même à moi tout seul, dans une résidence privée avec piscine, ainsi de suite. Donc moi, c'est quand même ça que je retire, même à Chiang Mai, en fait. À Chiang Mai, il y a un peu le concept que même si tu voulais dépenser, ce serait très compliqué, par exemple, de dépenser plus de 3 000 € par mois, quoi. Faut vraiment essayer. T'as pas de... Donc moi, c'est ça quand même qui reste le plus flagrant pour moi. Et je pense qu'il est encore sous-estimé quand, par exemple, on parle à des gens pour les recruter. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on recrute pas trop des gens des US. Déjà, il y a le problème de time zone qui fait que ça nous écarte, on sera un peu écartelé au niveau des time zones. Mais aussi le fait qu'aux US, les salaires qu'on paye, c'est pas grand-chose, quoi. Aux US, 40 000 $, 50 000 $, c'est considéré comme assez médiocre. Alors que même, et à ce niveau-là, même l'Europe est quand même mieux. Et après, tu as encore l'étape d'après qui est notamment l'Asie du Sud-Est où tu peux vivre encore mieux avec un peu moins, quoi. Donc pour moi, je pense que la chose principale, c'est la réalisation concrète de... Et je dirais même que ça fonctionne au sein d'un pays, je pense, entre vivre, entre toucher 5 000 € et vivre à Paris et toucher 3 000 € et vivre en province. À mon avis, tu as une meilleure qualité de vie en province avec ces 3 000 €, quoi. Donc moi, je dirais que c'est ça le bénéfice principal de mon côté. Mais en quoi est-ce que ça reste important aujourd'hui quand, de toute manière, tu pourrais dépenser tes 5 000 € si tu voulais, si tu en avais besoin, ou tes 6 000 €? En quoi est-ce que ça apporte encore un bénéfice aujourd'hui? Je pense que ça apporte un bénéfice, une sorte de sécurité mentale, en fait. En sachant que si jamais je devais vivre sur 300-400 € par mois, je pourrais vivre correctement là-dessus, quoi. Euh, alors que vivre en France sur 300-400 € par mois, c'est très très compliqué. Euh, donc je pense que ça, parce on a toujours tous dans l'idée que tout se casse la gueule, catastrophe totale. Et je pense qu'il y a toujours un peu cette peur qui reste là, peu importe d'ailleurs ton niveau de succès, je pense. Et donc ça fait que cette peur pour moi n'est pas vraiment présente, parce que on peut tellement, ça coûte tellement peu cher de vivre ici et on vit dans des bonnes conditions que c'est pas quelque chose sur lequel je pourrais me concerner, quoi. Notamment, je pense l'envers de ça, c'est notamment toutes les personnes qui s'endettent sur 30 ans pour acheter une maison. Je me dis, ça doit être un stress. Encore une fois, peut-être pas le premier stress au quotidien, mais je pense que ça doit être un stress dans l'arrière de la tête quand tu as un boulot où tu peux te faire virer à n'importe quel moment et que tu es endetté sur 30 ans pour acheter une maison. Je me dis, c'est quand même une grosse pression, quoi. Et justement, moi, je suis un peu à l'opposé de ça. Donc, c'est là où j'en tire encore un bénéfice actuellement. Je dirais que moi, le principal bénéfice que j'en ai tiré, et c'est encore un truc auquel je pense plus trop, mais c'est vraiment le fait que toute pression sociale externe disparaît quasiment du jour au lendemain. C'est-à-dire que de toute manière, t'es perdu aux yeux de la société, quoi. Quand t'es parti aller faire du business en ligne dans le Sud-Est, t'es perdu. T'es tellement un alien que plus personne ne regarde ce que tu fais. Et il y a tellement de gens qui me disent « Ouais, mais comment j'explique ça à ma famille? Comment je le justifie, etc. » Et moi, c'est genre... ma famille, elle essaye même plus de comprendre mes décisions. C'est notre planète pour eux. Donc, je dirais que cet aspect où tout d'un coup, tout ce truc notamment à Paris, en mode, quand j'y retourne, je suis assez marqué par le conformisme des gens et ce côté un peu bobo, les petits marchés bio, il faut aller prendre ses légumes, les petits machins. Tu as été voir quelles expos, tu as été voir le nouveau film sous-titré afghan, c'est vraiment magnifique. Tu as été faire quoi comme vacances? Tout ça, ça disparaît totalement. Toutes ces conversations disparaissent totalement et tu te retrouves à pouvoir essentiellement construire ton business et ta vie surtout à partir de zéro sans avoir aucune idée préconçue de ce que ça doit être une vie. Alors que quand je vois les gens qui ont fait ce truc un peu cadre, un peu école de commerce et qui se retrouvent à vivre à Paris, ils ont tous plus ou moins une vie copier-coller, pas de leur faute, mais simplement parce que la pression de faire ça, elle est énorme. Et tu arrives au bureau avec tes collègues, voilà, tu suis un petit peu le mood de ce qui se fait. Et à un certain point, on peut dire qu'on suit un petit peu le mood nomade digital de qu'est-ce que c'est, pourquoi il faut vivre en Asie, etc. Mais il y a une grande tolérance à vraiment des modes de vie chelous, quoi. Si tu veux vraiment aller habiter dans un random bled parce que c'est là où ils font du vélo ou c'est là où ils font du kitesurf, tu peux y aller, il n'y a pas énormément d'attentes. Je pense que les seuls trucs sur lesquels il y aurait un peu des attentes et
paradoxalement une pression négative, c'est pour tous les gens qui veulent reprendre un boulot. On a de temps en temps des articles de personnes qui ont fait le truc nomade digital et qui écrivent un article du type courageux, pourquoi je reprends un boulot, mon coming out de salarié, etc. Mais sinon, la pression sociale est largement moindre en fait autour de toi. Et ça, c'est un truc, moi aujourd'hui, j'y pense plus parce que ça me semble évident et je me dis, bah oui, évidemment, enfin, pourquoi est-ce que je ferais attention à ce que me disent les autres? Mais la vérité, c'est qu'à une époque où je vivais en France, j'avais l'impression de nager à contre-courant et que je pense que si j'étais resté, ça serait la même chose. Ouais, je pense peut-être que tu le ressens plus que moi parce que toi, t'as été bon au lycée, t'as fait prépa, très bonne école de commerce, donc t'avais un parcours avec quand même des attentes assez précises. Moi, ça a commencé à partir en couille au lycée et après, je suis parti en Angleterre, donc j'étais déjà un peu, Ouais. euh, plus personne n'avait pas trop d'attentes précises sur ce que j'allais faire, donc j'avais plus de longitude à ce niveau-là. Mais même, tu vois, Latitude, pas si... longitude, latitude. bah, les deux, hein, ça marche dans les deux sens. Hein. Mais tu as quand même cet aspect où il y a une certaine définition de ce que c'est que le succès dans la vie. Et tu sais ce que c'est, tu sais à quoi ça ressemble, et tu sais à quoi tu dois aspirer. Et ça, c'est un truc socialement qui est assez stable. Tu vois, on sait plus ou moins ce que c'est d'avoir un appart bien positionné, d'avoir la bagnole, d'avoir les vacances au bon endroit, etc. Il y a un peu comme des attentes, il y a un peu un format qui est là, un script qui est donné. Mais en fait, nomadisme digital, le script, il est assez vague, quoi. Il est pas encore vraiment totalement écrit, notamment parce qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui ont 60 ans et qui ont fait 40 ans de nomadisme digital. Donc, au final, tu n'es pas exactement sûr de là où tu es censé arriver. Tu ne sais pas exactement si tu es censé un jour prendre ta retraite ou si tu es censé à quel moment et où tu es censé aller. Et est-ce que tu es censé prendre des vacances ou pas prendre de vacances, mais simplement aller quelque part et bosser. Tu vois, tous ces trucs-là, ils sont totalement ouverts et il n'y a pas vraiment de bonne réponse qui est acceptée sur ces scripts-là. Effectivement, effectivement. Et de toute façon, c'est vrai que par contre, je te rejoins un peu à ce niveau-là. C'est vrai que dès que je rentre en France, tu le sens quand même. Et, tu le sens même, même en, je sais pas, même en te baladant à Paris, tu le sens. Il y a quelque chose de, effectivement, que t'as pas eu tout, que t'as pas eu tout ici, quoi. Et même un truc encore plus concret du quotidien, tu vois, c'est que quand tu te balades dans la rue à Paris et quand tu parles à, je sais pas, un vendeur dans un supermarché ou quelle que soit l'interaction que tu vas avoir, les gens s'attendent à ce que tu suives une certaine norme de comportement, de politesse, etc. Si tu parles à quelqu'un en Thaïlande, les gens se disent, bon, bah, c'est un farang, on ne sait pas ce qu'il va faire. Tu vois ce que je veux dire? Il ne sait pas dire bonjour, il ne sait pas dire au revoir, il ne sait pas dire merci, il ne sait pas de quel côté de la route il faut conduire, marcher, etc. Tu vois, les attentes des gens, tu pourrais aussi bien être un enfant de 4 ans, tu vois. Elles sont de zéro. C'est Donc, vrai. et voilà, c'est assez drôle de voir ça. Les gens s'attendent à ce que tu sois totalement demeuré, incapable de t'orienter et de savoir quoi que ce soit. C'est très vrai. Ouais, Au effectivement. point où on va te dire, ah tiens, fais attention à pas te faire voler tes affaires et tout. Alors, ok, merci. J'ai pas 8 ans. C'est ça. J'ai comme une vie avant, tu vois. Je suis pas sorti hier de trucs. C'est plutôt au contraire. Il y a un truc que les Asiatiques font, c'est que tu sais, le téléphone dans la poche arrière. Personne ne ferait ça en France. Enfin, en tout cas, à Paris, tu mets ton téléphone dans ta poche arrière dans le métro. Bye bye, tu vois. Ouais. Et au contraire, je trouve que parfois, c'est les Asiatiques qui ont des comportements où tu te dis, moi, j'aurais directement, en France, on m'aurait directement dit, oulala, fais gaffe, fais pas ça, quoi. Ouais. Bah ça, et par contre, ça c'est aussi un peu le truc quand, bah c'était il y a 3 ans quand je suis rentré en France, j'avais fait mon que je vis en Asie et je sors de Gare de l'Est, je viens d'arriver et poum, il y a un mec qui essaie de me choper mon téléphone que je tenais à la main, quoi. Parce que j'étais quand même gros touriste avec Google Maps. Donc ça, c'est un truc. Par contre, ça aussi, c'est un gros bénéfice, je pense. Euh, c'est qu'en France, même si au final, c'est pas très dangereux, il y a quand même toujours un peu bah, un truc con, c'est que tu laisserais jamais ton casque sur ta moto, quoi. Ouais. Même ta moto, t'as intérêt à bien la, ou sinon il restera plus que les roues, quoi. Donc ça, c'est un truc aussi, un bénéfice que tu oublies quand tu vis notamment en Thaïlande depuis un bout de temps, mais quand même qui est assez appréciable, quoi. Est-ce qu'il y a des désavantages dont personne ne parle? C'est une question qui avait été posée. Je remixe différentes questions dans cette section. Des désavantages dont personne ne parle. Je pense qu'il y a bien sûr le fait qu'avec la famille, c'est un peu, ça s'éloigne. Et notamment que moi, je suis devenu de moins en moins tolérant avec les voyages en avion, notamment si c'est un peu long. Euh, donc, je sais pas pourquoi maintenant, rentrer en France, le trajet en avion, ça me paraît être le bout du monde, alors que c'est bon, c'est pas. Mais, donc, je pense qu'il y a ça.
Comme autre désavantage, après, encore une fois, le truc, c'est qu'au final, tu choisis dans quel pays tu veux vivre. Donc, j'ai envie de dire, tu choisis tes propres désavantages, quoi. Donc, la Thaïlande, il y a des désavantages, mais au final, tu l'as quand même choisi. Tu as fait le pour et le contre, et tu le choisis. Donc, je dirais l'éloignement avec la famille, c'est probablement le principal. J'en vois pas spécialement d'autres. Après, encore une fois, si on parle de nomadisme digital, le fait de voyager constamment, là, il y en a plein en termes de friction, en termes de bandwidth, de bande passante mentale. Bon, ça pèse quand même, quoi. Mais, euh, mais si c'est nomade digital juste pour le fait de vivre où tu veux, il n'y a pas vraiment de gros désavantages de mon côté. Je pense effectivement qu'il y a pas mal de désavantages, mais pour moi, ils sont assez bien traités. C'est-à-dire, si tu voyages beaucoup et que tu vas quelque part, tu connais personne, la friction du voyage et évidemment l'aspect des fuseaux horaires, mais ça, c'est assez évident. Et pour moi, en tout cas, le fuseau horaire, quand tu es en Asie et que tu appelles des gens qui sont en France, ce fuseau horaire, il est parfait. Il est Parce incroyable, que, je suis d'accord. Ça, c'est un truc ouais. que tu réalises qui est incroyable, c'est que du coup, le matin, tu peux travailler tranquille. Ça, c'est génial. Ouais, je suis d'accord avec ça. Par contre, là où c'est une douille, c'est quand tu travailles avec des gens sur le fuseau horaire américain et là, il n'existe aucun moyen mathématique d'avoir une heure qui est correcte pour tout le monde. Et c'est pour ça que, par exemple, nous, on ne recrute pas trop aux États-Unis parce qu'effectivement, en fait, tu as la personne qui est totalement isolée, quoi. Il est 8 heures du mat chez toi, les 8 heures, ouais, tu te croises pas, quoi. Euh, mais après, je crois que dans nos deux cas, on n'a pas vraiment ces problématiques-là. On ne s'adresse pas spécialement. En tout cas, moi, de mon côté, j'ai pas trop besoin de schedule des calls avec des Américains, mais à chaque fois, effectivement, quand tu as les entretiens, ouais, c'est soit 8 heures du matin, soit 8 heures du soir, quoi. Donc, je dirais pas qu'il y a des avantages majeurs. Les autres désavantages qui peuvent me venir à l'esprit, moi, je les trouve assez cool. Par exemple, je trouve ça assez cool de pas comprendre ce que les gens disent dans la rue. J'ai toujours l'impression que quand je suis dans un restaurant, quand je suis dans la rue ou dans le métro, les gens à côté de moi, ils ont une conversation totalement débile et je me sens presque agressé de comprendre ce qu'ils disent. Alors qu'en Thaïlande, c'est probablement une conversation tout aussi débile, mais comme je comprends pas ce qu'ils disent, voilà, c'est juste un son et puis ça sonne assez bon le thaïlandais, tu vois. C'est vrai, je n'avais pas pensé. C'est peut-être pour ça aussi que ça m'énerve quand tu es dans des zones très touristiques parce que justement, tu comprends ce que les gens disent. Ouais. C'est peut-être ça. Ouais, j'ai jamais pensé à ça, mais effectivement, il doit y avoir des conversations très mondaines, enfin, pas mondaines, l'inverse, euh, assez superficielles et assez débiles, mais vu que tu les comprends pas. Et encore une fois, il y a une partie du coup de bande passante mentale que tu évites Ouais. à ce niveau-là, quoi. Mais il n'y a rien de pire, tu vois, que d'être dans un restaurant et à côté de toi, il y a un espèce de premier rendez-vous un peu awkward, tu vois, un truc Tinder et tout qui se passe à côté de toi. Et tu es en mode, d'un côté, tu vois, tu vas forcément l'entendre et l'écouter, tu vas suivre pendant toute la soirée le périple du truc et ça se passe bien, ça se passe bien, et il se passe quoi. Et peut-être qu'après, je vais me foutre de leur gueule avec les gens avec qui je parle. Mais il y a un côté où tu te dis, putain, pourquoi je suis obligé de suivre ce feuilleton? J'ai pas du tout demandé ça. Et le fait de ne pas le comprendre, je trouve ça, tu vois, c'est un truc où tu te dis, bah tiens, t'es isolé par la langue, etc. Mais finalement, il y a autant de bénéfices à être isolé par la langue que pas, tu vois. Et puis globalement, c'est pas si compliqué que ça, généralement, de te débrouiller dans tes tâches du quotidien. Il n'y a jamais eu de moment où je me suis dit, bah là, je suis vraiment coincé en parlant pas thaï, quoi. Enfin, si vraiment c'est des trucs genre des réparations dans ton appart, etc., généralement, tu demandes à ton propriétaire de le faire ou tu demandes à des gens du staff de ton immeuble. Mais même ça, c'est rarissime. La plupart du temps, entre un mix de OK, je parle un peu, je lui parle en anglais, mais simple, et un langage des signes, tu peux quasiment tout communiquer. C'est ça, et au pire, Google Translate est très très efficace maintenant, quoi. Très efficace, effectivement. Avec les gens, notamment les personnes âgées qui, pour le coup, touchent pas un mot d'anglais, Google Translate, généralement, fonctionne. Tu fais des phrases simples et ça marche. Donc, finalement, ça marche plutôt pas mal. Il y avait une dernière question qui était posée par Gabriel. C'était la question de savoir si, Paul, est-ce qu'il y a un moyen de te suivre ou est-ce qu'il y en aura peut-être un dans le futur? Non. Euh, c'est la réponse la plus simple. J'apprécie l'attention. Mais non, les parents de moi me suivre, mais peut-être dans un an, une nouvelle update. Ok. Mais actuellement, il n'y en a pas et c'est pas prévu. Mais encore une fois, C'est pas une j'apprécie. grande priorité pour toi. Non. Non. Je pense que là, il y a aussi une question on a des business très différents à ce niveau-là. C'est qu'il y en a un où tu es très exposé publiquement. Et moi, chacun, je pense qu'on a fait nos réalisations de nos côtés. C'est que moi, de mon côté, je préfère justement être tranquille à ce niveau-là et pas avoir trop d'inbound. Donc, euh, donc, pour l'instant, aucun moyen de me contacter ou de me suivre. Peut-être dans le futur, mais pas le futur proche. Mais encore une fois, vraiment, je tiens à être reconnaissant pour, euh, pour l'appréciation qu'on me donne.
Bonjour à vous deux. Alors ma question est toute simple. Vu que vous entendez bien que ça fait des années que vous avez réussi à monter tous les deux des business qui fonctionnent, n'envisagez-vous pas de monter un business tous les deux avec un vrai projet à la clé qui pourrait rassembler vos deux passions? Merci à vous. Donc la question, Paul, c'est est-ce que on envisagerait de monter un business à deux? Qu'est-ce que tu en penses? On n'a jamais discuté, on va voir si on a les mêmes réflexions. Euh, Déjà, moi, de base, je suis assez. À moins que tu veux créer quelque chose vraiment d'énorme, je pense que mieux vaut pas avoir de partenaire. C'est plus simple de monter quelque chose tout seul. Et je pense que on a déjà, si on parle dans le podcast, je pense que c'est une erreur que font beaucoup de débutants, c'est pour se rassurer, ils veulent avoir des partenaires. Et souvent, c'est pour plein de raisons, hein, ce que chacun fait en termes de travail et autres. Donc, en gros, moi, de la façon dont je le vois, c'est que c'est un peu bell curve, quoi. T'as les énormes business style Google où ça a été monté justement parce qu'il y avait un duo et ça aurait probablement pas pu être le cas si la personne avait été seule. Mais je pense aussi qu'il y a énorme business qui échoue parce que parce que c'est un duo. Donc ça, c'est une première raison, c'est que je crois pas trop en ça. Deuxième raison, je pense qu'au final, on n'a pas des skills spécialement complémentaires. Ouais. On a des skills différents, mais pas complémentaires. T'es pas très technique, je suis pas très technique. Donc même si c'est encore une fois, on est dans des domaines très différents, je pense en termes notamment de soft skills, on n'a pas de grosse différence en tant que telle. Euh, et après la troisième raison, c'est aussi que je pense que ça complique les relations de façon générale, quoi. Je pense que c'est un peu comme si tu t'investis de l'argent, il faut être prêt à le perdre. Je pense que si tu crées un business à deux, il faut accepter potentiellement justement de perdre cette amitié, quoi. Mm. Donc c'est un peu ma vision globale sur le sujet. Je suis assez d'accord. C'est-à-dire que je suis aussi relativement opposé à l'idée de m'associer avec des gens et du coup, je le ferai uniquement dans les situations où c'est indispensable et on peut pas le faire sans et le business peut pas être monté avec une personne sans l'autre et dans ce cas, il faut faire le sacrifice. Je pense notamment à, voilà, si tu montes un SaaS, tu fais du logiciel et t'es pas technique, il te faut un cofondateur technique d'une manière ou d'une autre, même si bon, il y a des gens qui peuvent le faire sans, mais globalement, je trouve que c'est probablement assez important. Mais ça, c'est un peu en dernier recours, quoi. C'est un peu un truc que tu fais quand tu es obligé. Et donc, si tu n'es pas obligé de le faire, il y a peu de sens parce qu'il y aura toujours une personne qui a eu l'idée, il y a toujours une personne qui va bosser plus, il y a toujours une tension à ce niveau-là. Si tu n'as pas absolument besoin de t'associer, tu inclus beaucoup de risques et de dangers et de tensions au cœur même de ton business sans raison particulière. Et je pense que l'idée de dire, bah tiens, j'ai un pote, j'ai envie de monter un business avec lui, ça n'a pas trop de sens. Que si tu as envie de passer du temps avec ton pote et avoir une relation avec ton pote, fais autre chose, quoi. Joue à un jeu vidéo, va faire un match de foot, va mater un film, je sais pas, joue à Donjons et Dragons, une connerie comme ça. Monter un business, c'est inclure beaucoup de tensions. Et pourquoi? C'est pas parce que tu es ami avec quelqu'un que tu vas forcément bosser de manière efficace. Et je pense que les deux sont des choses qui sont assez différentes. La capacité à pouvoir bosser ensemble, la complémentarité, et nécessairement être amis. Notamment nous, je pense qu'on est... Et c'est une des raisons pour laquelle le podcast a bien fonctionné, c'est parce qu'on a des personnalités qui sont quand même assez proches, même si on n'est pas tout à fait de la même manière de les appliquer dans nos business, mais on reste sur des personnalités qui sont relativement proches. Je vois pas énormément de complémentarité et je peux voir en quoi, au contraire, il manquerait des choses sur ce type d'association. Et puis globalement, voilà, je pense pas que le principe de dire une personne, c'est un pote, donc je vais m'associer avec lui. Je pense plutôt le principe de dire, je fais un business, mon idée, elle marche pas, sans avoir un associé, je vais trouver une personne qui a les bonnes compétences pour le faire avec moi, plus que je vais demander à mon pote parce qu'on s'entend bien. C'est ça, et encore une fois, je pense que c'est vraiment un truc auquel faire gaffe, parce que ça peut être, comment on appelle ça, crutch en français? Une béquille. Je le vois énormément, notamment pour des business qui sont petits, ça n'a vraiment pas de sens, quoi. Si c'est un petit business, vas-y tout seul d'abord. Si effectivement, tu as déjà réussi un petit business où tu veux lancer un truc monstrueux, peut-être à réfléchir. Euh, je pense dans 99% des cas, c'est mieux juste de se lancer seul et généralement se poser la question, effectivement, c'est quoi le pros and cons? Et encore une fois, dans l'immense majorité des cas, je pense qu'il y a plus de cons que de pros à s'associer avec quelqu'un. Salut Stan et salut Paul, vraiment heureux de voir que Nomade Digital est de retour. Alors moi c'est Quentin et je débute dans le blogging. Je viens de créer 2 sites, un qui s'appelle passionmangersain.com et managementmachine.fr. Alors voici ma question. Comment faire
pour se trouver un vrai groupe d'amis entrepreneurs et investisseurs, ainsi qu'un vrai mentor qui auront la même vision que nous dans la vie et du business en général. Je me rends compte que c'est un facteur de réussite non négligeable. Le fait d'avoir dans mon entourage des gens qui ne partagent pas forcément ma vision me freine beaucoup. Faut-il forcément prendre son passeport, aller à Chiang Mai et discuter avec la première personne que l'on voit dans un café avec un MacBook pour rentrer dans le cercle? La personne à qui je voudrais ressembler plus tard serait Simon Sinek. J'imagine que lui a su s'entourer. Merci d'avance pour votre réponse et j'espère pouvoir vous rencontrer lorsque j'aurai réussi autour d'un repas ou d'un café. À bientôt. Donc, j'ai regardé sur Wikipédia ce qu'avait fait Simon Sinek et effectivement, il avait bossé dans la pub. Donc, il avait bossé dans la pub, il avait rencontré d'autres personnes qui étaient intéressées par ces sujets-là et ensuite, il avait monté sa propre entreprise, j'imagine aussi dans le domaine de la communication. Et puis après, bien sûr, il a écrit son fameux livre, il a fait ses TED Talks, Start with Why, etc. Donc, on peut partir du principe que lui, il a rencontré un certain nombre de collègues et de pairs dans la pub chez notamment Ogilvy. Et je pense que globalement, c'est plutôt un bon principe. C'est-à-dire que je dirais que le conseil numéro 1 que je donnerais aux gens, c'est que avoir un bon réseau, avoir un mentor, c'est pas une fin en soi, c'est plus une conséquence annexe. C'est un effet secondaire de faire des trucs intéressants, de publier si tu publies du contenu qui n'est pas une obligation, mais si tu publies du contenu, les gens vont entendre parler de toi et peuvent te contacter. Si tu fais des trucs intéressants, tu vas aller à des conférences, tu vas pouvoir créer des connexions. Mais tu n'es pas en train de construire un business pour te faire des amis qui ont des business. Tu montes un business et un effet secondaire, c'est que tu vas rencontrer des gens et tu auras des expériences en commun pour créer une connexion avec eux. Sur la question de où rencontrer les gens, est-ce qu'il faut absolument aller en Asie? Je ne pense pas que ça soit obligatoire. Je pense que tu peux aussi le faire sur Internet directement. Moi, mon premier mentor que j'avais eu dans le domaine de la séduction, c'est un mec que je n'ai pas rencontré avant plus d'1 an. Nous-mêmes, Paul et moi, nous, on s'est rencontrés après 30 épisodes de podcast, quoi. On s'est vraiment rencontrés en ligne. Je veux dire, on s'est rencontrés en physique. On s'est vraiment rencontrés, on a vraiment commencé à discuter à distance parce que on s'était entendu sur des podcasts, parce qu'on avait vu ce que l'un et l'autre faisaient, on avait du coup des trucs desquels discuter. Déjà, excellente élocution. Putain, j'ai du mal. Élocution, Quentin, je suis jaloux. Je pense que pour le cas de Sam Singh, j'ai pas trop regardé son parcours de mon côté. Moi, je suis pas très fan. Parce que je pense qu'en fait, il brode pas mal sur un peu du bullshit qui fait sens, mais il n'y a pas grand-chose de concret derrière, quoi. Mais donc, ça, c'est mon appréciation personnelle. Mais je pense dans son cas, c'est surtout que c'est justement un excellent communicant. Donc, si tu veux avoir une carrière similaire, je pense effectivement travailler dans la pub ou côtoyer ces milieux-là, je pense que ça peut être utile. Aussi, c'est un très bon présentateur aussi, donc ça, c'est pareil. Comment ça s'appelle le truc? Je crois que c'est Toastmaster. Un truc que tu peux faire pour aller parler en public. Et là, du coup, tu rencontreras aussi d'autres gens qui veulent apprendre à parler en public. Et donc, forcément, ça peut apporter des relations. Après, mon mentor, j'ai longtemps cherché le mentor. J'ai jamais trouvé. C'est assez compliqué, en fait, de trouver un mentor, surtout à partir d'un certain stade. C'est compliqué de trouver, dans mon cas, des gens qui sont, on va dire, 5 ans en avance. Donc ça, c'est un truc, je pense, qui peut être qui peut avoir beaucoup de valeur, mais qui n'est pas évident et qui ne devrait pas trop freiner non plus pour avancer. Pour ce qui est d'avoir des amis entrepreneurs, je pense qu'effectivement, c'est utile. Mais je dirais que c'est comme Stan, c'est pas super important que ce soit forcément qu'en physique. Par contre, effectivement, je pense à communiquer avec des gens qui ont des business autour de ta taille ou qui ont un peu les mêmes intérêts et autres, ou qui sont un peu au-dessus, un peu en dessous, c'est pas très important à ce niveau-là. Régulièrement, je pense que c'est très positif et ça aide énormément. Mais comme Stan le dit, je pense que ça se crée assez naturellement. Faut peut-être faire un peu de reaching out au début. Parce que je viens de penser que, par exemple, dans mon cas, au début, j'avais quand même contacté quelques personnes. Donc, il faut peut-être faire un peu de reaching out, mais comme Stan le dit, le moyen le plus sûr, c'est derrière avoir quelques résultats pour ensuite pouvoir parler pour avoir quelque chose d'intéressant à partager, en fait, aussi. Vu que c'est un peu du donnant-donnant à ce niveau-là. Et après, le dernier aspect que j'ai aussi, c'est que tu peux avoir des personnes où ce serait intéressant de discuter business. Donc, tu as par exemple des personnes qui vendent sur FBA, qui vendent très bien, mais des fois, le courant passe pas, quoi. Des fois, il y a des personnes, même si tu es dans le même business, même si tu aurais beaucoup de choses à t'apporter,
tu t'entends pas avec la personne, ça passe pas. Donc, dans ce cas-là, je pense que ça sert à rien de trop forcer. Ce sera après mon opinion globale sur ce sujet. Je pense que le résumé de tout ça, c'est vraiment que si tu as quelque chose en cours et c'est des trucs intéressants à raconter, tu n'as pas besoin de forcer tant que ça et tu vas simplement, il faut te placer au bon endroit, quoi, soit dans des conférences, soit en ligne, soit dans des groupes Facebook, etc. Mais tu peux faire des connexions un peu n'importe où avec une personne et puis ensuite discuter de manière privée. Mais ce qui va faire qu'une personne intéressante va avoir envie de discuter avec toi, c'est parce que toi aussi, tu es intéressant et tu as des choses à raconter, et il se passe des trucs, et tu as des idées, tu as des notions. Moi, je sais qu'au départ, j'avais des idées assez développées sur tout le marketing et le copywriting, et ça m'a permis à me faire un petit réseau dans le domaine de la séduction parce que j'avais un truc à raconter, une analyse, un point de vue particulier là-dessus, et donc du coup, les gens étaient intéressés pour m'entendre parler de ça parce que j'avais une petite spécialité. Et il faut comprendre de un, ce que tu apportes, et de deux, juste trouver un moyen de le mettre en valeur et de te connecter avec les gens, mais c'est juste la connexion initiale qu'il faut faire à ce niveau-là. Et donc, rien ne t'oblige à aller en Thaïlande, ou rien ne t'oblige même à aller à des conférences. Tu peux aussi le faire en ligne. Voilà, nous deux, on s'était rencontrés, Paul, sur un email, quoi, sur un forum, je pense. Je sais plus comment on s'est rencontrés, c'est une bonne question d'ailleurs. Ou quelqu'un nous a mis en contact peut-être? Je sais pas. Si je me souviens bien, on était mutuellement passés sur le podcast de Xavier Jalleran à l'époque qui s'appelait Parlons Web. Et ensuite, c'était toi qui m'avais contacté sur un forum qui s'appelle le Dynamite Circle. Si je ne me trompe pas, c'est le souvenir que j'en ai. Je me souviens pas du tout, mais tu as tout à fait raison. C'est intéressant. Je me souviens pas. Ouais. Donc, ça prouve comme il y a quand même une partie aussi de reaching out du coup. Ouais. D'être un peu out there. Carrément. Mais si tu veux, c'est pas forcément du forcing, quoi, parce que tout cet aspect de dire, OK, il faut networker à tout prix, mais du coup, tu networks aussi avec des gens qui font pas grand-chose et qui n'ont pas forcément grand-chose à t'apporter, ça aide pas tant que ça. Je pense que c'est vraiment, il faut le voir vraiment comme une espèce d'effet secondaire qui va venir en parallèle du business. Et c'est peut-être aussi normal au départ, quand tu commences et que tu pars de zéro, que tu n'as pas un super mentor qui a 10 ans d'avance sur toi et qui a envie de te prendre sous ton aile. Tu vois, c'est normal, je dirais, que tu n'es pas un super mentor à ce niveau-là, et que c'est plus tu vas avancer, plus tu auras des gens qui sont des mentors potentiels avec qui tu peux peut-être te connecter. Sur le sujet du mentor, je pense aussi, comme tu dis, toi, tu n'en avais pas trouvé, il faut désacraliser un peu le mentor. Je pense que le côté, OK, le mentor, c'est une personne qui va me prendre sous son aile, qui va tout m'apprendre, je vais devenir son poulain et il va tout m'apprendre, ça arrive, ça existe, mais dans la plupart des cas, c'est pas exactement ça. En fait, tu vas avoir une personne qui a un peu d'avance sur toi, tu peux discuter, tu peux avoir quelques conseils, tu peux prendre une perspective. Tu vas pas forcément créer une relation dans le sang de père et de fils avec cette personne, mais tu apprends des choses. L'idée que tu as la mec qui s'approche de la retraite et qui veut justement te confier tout son savoir et autour d'un verre de whisky, quoi. Effectivement, je pense. Peut-être à l'époque, c'était plus le cas avec tout ce qui était les country clubs. Moi, c'est un peu l'image que j'en ai, tu vois. Country club avec celui qui débute et puis l'ancien. Par contre, il y a un autre. D'ailleurs, il l'a appelé comme ça, son livre Tribe of Mentors, Tim Ferriss. C'est qu'il y a effectivement, actuellement, tu as quand même un contenu quasiment illimité. Récemment, par exemple, je regardais des interviews de Bracken Darrell, je crois qu'il s'appelle, le CEO de Logitech. Donc, par exemple, c'est pas un mentor, je l'ai jamais rencontré, je l'ai jamais contacté. Mais j'ai quand même accès justement à ses conseils, à ce qu'il pense, ainsi de suite. C'est pas aussi bien que d'avoir une relation et pouvoir te poser des questions, ainsi de suite. Mais même ça aussi, ce que j'ai réalisé, c'est quand j'ai eu des personnes qui s'approchaient de mentors, elles étaient entre guillemets pas si utiles que ça, parce que généralement, ça prenait trop de temps de donner tout le contexte d'une situation pour leur demander leur avis, en fait. Si tu dois passer 1 heure à leur expliquer les in et out, donc pour des trucs style management qui sont un peu, justement, un peu soft, ils peuvent généralement avoir des bons conseils. Dès que tu rentres un peu dans des situations, des problèmes précis, en fait, ils savent pas plus qu'un autre, quoi, le plus souvent. Donc c'est un autre aspect, je pense, à considérer. Ils vont pas faire le job à ta place, mais potentiellement, ils peuvent te... Moi, là où j'ai trouvé que ce genre de rencontre était plus utile, c'est pour gagner une perspective, en gros. Où est-ce que j'en serai dans 10 ans? Comment je vais me sentir? À quoi je vais penser? Comment mon équipe se sera développée? Et ça, pour le coup, ça m'a donné une piste de réflexion pour penser à, tu vois, qu'est-ce qui va être important dans 10 ans? Et c'est vrai que c'est beaucoup plus, du coup, généraliste et vague. Et c'est pas forcément une personne que tu vas aller voir avec chaque problème concret que tu rencontres dans ton business. Il va se dire, mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu vois, je vais pas me plonger dans ton nouveau lancement de produit ou autre. C'est plus demander à la personne, OK, à quel moment est-ce que tu as décidé qu'il était temps de faire ci ou faire ça? Et ça, pour le coup, ça peut aider. Ça donne une perspective, pour moi, un peu plus sur le long terme. Un peu comme lire des biographies, ça te permet de réfléchir
de manière plus large à ta propre vie. J'ai vu un peu la même chose dans ce genre de conversation. Sur la futilité de la vie, quoi. Je me suis tapé la biographie de Napoléon, 900 ans, 900 pages. Et Ouais, en fait, que j'ai lu du coup aussi sur ta recommandation. Tu l'as lu? Ouais, je l'ai lu. Et tu te dis tout ça pour ça, quoi. À la fin, il meurt, sa femme et son gamin, ils se sont barrés avec le général autrichien qui l'a battu. Il meurt comme une merde d'un ulcère à l'estomac. Parce que il fait trop humide dans l'île de merde où il est, et tu te dis tout ça pour ça, quoi. Est-ce que ça valait le coup, quoi? Est-ce que c'était c'est intéressant? Je pense que c'est intéressant à ce niveau-là, effectivement, pour la perspective. Après, il y a aussi un autre aspect, par exemple, c'est après un an, j'étais coaché par celui qui notamment il a coaché le CEO de Shopify, Tobias Lütke, donc assez high profile. Et pareil, j'avais des grosses attentes. Et en fait, ce que je viens de dire, c'est qu'en termes de questions précises, il ne pouvait pas beaucoup aider. Par contre, effectivement, en termes de comment approcher des situations, par exemple, humaines ou aussi là, tout simplement poser les bonnes questions ou poser des questions, tu vois. 90% des temps, il me posait des questions connes. Où je lui disais non, ça n'a aucun sens ce que tu viens de dire. Mais 10% du temps, il y avait des questions qui étaient connes aussi, mais auxquelles je n'avais pas pensé, quoi. Donc, si on suit la logique, c'est-à-dire que j'étais con. Mais par exemple, il y avait un cas où on avait un produit qui fonctionnait très bien, incroyable et tout, et il me demande pourquoi vous lancez pas plus de modèles de ce produit-là. Et j'étais peut-être un peu à la défensive, sur la défensive au début. Ouais. J'ai déjà dû y réfléchir. C'était quoi la raison? Il doit y avoir une bonne raison. Et puis après, pas de bonne raison, effectivement, je me mets de ça, quoi. Donc ces défauts aussi, et c'est aussi ce que tu peux avoir avec des amis entrepreneurs, c'est en fait quand tu parles, quand tu communiques, tu as des petites épiphanies qui se produisent parce que tu n'es pas juste dans ta propre tête, quoi. Donc ça, je pense aussi, autre que les conseils, c'est que le fait de parler, de communiquer et de peut-être être le récipient, le receveur de bonnes questions, ça a de la valeur. Bonjour à tous les deux, c'est vraiment super cool que vous refassiez un petit épisode du podcast, ça fait vraiment plaisir. Du coup, moi j'ai une petite question notamment à Paul, mon gourou, parce qu'en fait j'ai créé la société après avoir suivi sa petite formation il y a maintenant pas mal d'années. Donc encore merci pour ça, c'était vraiment super inspirant. J'ai une question par rapport au business Amazon et même de façon générale, à savoir qu'aujourd'hui c'est de plus en plus compliqué de maîtriser la concurrence sur Amazon, les algorithmes, c'est pas forcément simple de savoir comment ça va se passer d'ici quelques mois, quelques années. Dans tous les cas, là j'ai atteint un niveau où je fais plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Pour autant, je me pose la question, qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour vraiment passer à l'étape au-dessus? Donc ma question s'adresse principalement à Paul. Qu'est-ce que toi tu recommanderais pour vraiment augmenter son chiffre? Tu te dirais qu'il faudrait plutôt commencer à vendre sur d'autres marketplaces, toujours avec Amazon, mais par exemple accéder aux US. Et dans ce cas-là, est-ce que tu aurais des tips? Parce que c'est vrai que c'est vraiment compliqué comme marché, c'est pas du tout la même approche. Ou alors, dans la même optique, est-ce que tu conseillerais de se lancer sur le Japon, l'Australie ou des pays comme ça qui sont peut-être un petit peu moins encore connus? Ou alors, est-ce que tu conseillerais davantage d'élargir son catalogue avec un maximum de produits pour faire une offre un peu plus élargie? Voilà, donc si jamais tu as des petites recommandations, je suis vraiment preneur. Et puis encore merci à tous les deux. J'espère que vous allez continuer prochainement à faire plein d'autres épisodes et à nous faire rêver. Allez, à très bientôt, merci. Donc la question de Morgan, c'est j'ai un business Amazon FBA qui fait quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Comment est-ce que je passe à l'étape supérieure? Il propose deux grandes options. Numéro 1, est-ce qu'il faut que je me lance sur d'autres marketplaces, donc les États-Unis, le Japon, l'Australie et autres? Ou option numéro 2, est-ce qu'il faut que j'élargisse le catalogue sur la marketplace actuelle, j'imagine, la France? Paul, qu'est-ce que tu en penses? J'ai rapidement regardé le business de Morgan, donc je ne vais pas dire ce que c'est, mais du coup, je pense que dans le cadre de son business, il a un branding potentiel assez fort, donc je continuerai à investir assez fortement là-dessus. En termes de nouveaux produits, je serai assez prudent et j'essaierai au maximum de sélectionner quelques winners potentiels et pas juste étendre le catalogue. Je dirais plus vertical que horizontal, quoi, en gros. À ce niveau-là. Et je pense aussi un truc
que je me conseillerais et qui actuellement est le cas, c'est que ce qui est intéressant avec Amazon, c'est que tu peux construire aussi un produit, un produit proche du vrai, c'est-à-dire qui 5 ans après va continuer à se vendre. Et donc je pense, ce serait un peu le conseil que je vous donnerais, c'est chaque produit que je lance, me dire que c'est un produit qui va se vendre au moins pour 5 ans, quoi. Avoir une vision un peu plus long terme à ce niveau-là. Et sur la question est-ce qu'il faut s'étendre à d'autres marketplaces, qu'est-ce que tu en penses? Alors ça varie. Par exemple, Japon, c'est pas une marketplace méconnue du tout. C'est déjà très compétitif et il y a beaucoup de Chinois dessus. En plus, ils achètent des reviews et ils achètent beaucoup de reviews les Chinois, et vu que les Japonais, eux, ils laissent que des avis négatifs. En fait, quand c'est positif, ils font rien. Quand ils sont pas contents, ils laissent des avis négatifs. Ça fait que les Chinois qui achètent des reviews en masse ont un gros avantage par rapport à ça. Donc le Japon, je ferai gaffe. L'Australie, ça reste très petit, donc ça peut être intéressant de juste se positionner, mais après, ne pas attendre grand-chose. Par contre, US, je pense que c'est totalement autre chose. En fait, un truc pendant longtemps, au moins pendant 3 ans, je croyais que les US et l'Europe combinée, c'était après le même CA. Donc en fait, les US, c'est 4 fois l'Europe combinée, donc ça n'a rien à voir. Donc par contre, effectivement, je conseillerais d'attaquer les US. Et ça peut être surprenamment facile. Le seul truc, c'est effectivement, c'est qu'il faut être un peu plus agressif au début et un peu plus d'investissement. Mais s'il y a un marché auquel s'attaquer, je pense que c'est les US parce que l'opportunité est énorme. Et surtout, encore une fois, avec le branding potentiel qu'a Morgan, je pense que ça peut fonctionner. Donc, ce sera après mes conseils à ce niveau-là. Donc, investir un max sur le branding, être assez prudent sur le lancement de produits et uniquement lancer des produits qui peuvent se vendre au moins 5 ans et potentiellement attaquer les US s'il a les reins financiers parce que c'est là où il va pouvoir le plus étendre. Et en gros, la réponse à la question de comment je passe à l'étape supérieure, c'est vraiment ça. Effectivement, ouais. Quelques produits clés où il met un seuil minimum de revenus pour pouvoir y consacrer de l'importance et être sûr que le produit est très bien et qu'il va durer dans le temps. Et effectivement, les US comme un untapped marché pas tapé, marché à potentiel. C'est compliqué aujourd'hui. Hein. Est-ce que je sais plus, j'étais comme ça avant aussi, mais mais ça a toujours été. Tu sais, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été la grande tradition de Nomade Digital de un mot sur 4 et en anglais. Donc on continue. Et on arrive, Paul, sur une autre section célèbre, un autre élément incontournable de Nomade Digital, c'est l'appel à l'action. Abonnez-vous au podcast Nomade Digital, blablabla. Et surtout, les étoiles, les 5 étoiles sur iTunes. Je sais que les gens pensaient qu'on avait disparu, les gens ne pensaient plus à mettre leurs petites évaluations, leurs petites 5 étoiles. Et ben non, on est là et on est content de les avoir, les 5 étoiles sur iTunes. On a aujourd'hui sur iTunes, j'ai regardé aujourd'hui, plus de 500 évaluations, ce qui était cool. Je me souviens plus combien on en avait à l'époque, mais il me semble qu'à l'époque, on était content à chaque fois qu'on avait 2 ou 3 évaluations, donc c'est pas mal. Effectivement, c'est assez intéressant. Je sais pas pourquoi, tous les 2-3 mois, ça me vient à l'idée. Ah tiens, regardez sur iTunes les évaluations, et effectivement, c'est très sympa d'en voir de nouvelles apparaître. Après autant de temps en étant inactif, c'est sympa à voir, donc n'hésitez pas. Donc, c'est la seule manière au monde, c'est le seul moyen de communiquer directement avec Paul, c'est de laisser une évaluation sur le podcast Nomade Digital. Et d'ailleurs, du coup, j'ai checké le nombre d'évaluations là juste pendant qu'on parlait. Et donc, du coup, il y a une des dernières évaluations. Un mec qui a prédit exactement ce qui allait se passer. C'est un gars qui nous a découvert sur le tard. Il est expat en Allemagne. Il dit, en 3 mois d'écoute assidue, je me suis récalé des 52 épisodes. En ce début de janvier 2020, je veux un épisode intitulé 2 ans plus tard. Incroyable. Donc voilà, le gars l'a vu venir. Le gars est un prophète. En son honneur, on va nommer l'épisode 2 ans plus tard. Parfait. Adjugé, vendu. Effectivement, tu vois, même en mars, il y a encore des commentaires qui arrivent. C'est vraiment cool. Donc, pour la petite inside joke, si vous nous écoutez sur le retour de Nomade Digital, laissez-nous quelques évaluations sur iTunes. Au moment où on enregistre cet épisode, on est à 559. Donc, vous pouvez aller voir sur iTunes aujourd'hui combien on en est sur le podcast Nomade Digital et ça vous dira combien de personnes ont été convaincues par ce petit appel à l'action. Sur ce,
on a la section lifestyle. La section lifestyle, c'est la section où on donnait une petite recommandation. Un film, un outil, une série télé, un programme de muscu. Et je vois que Paul, ta recommandation du jour, c'est les avocats. Effectivement, c'est peut-être pas vraiment le lifestyle, mais j'ai essayé de réfléchir qu'est-ce qui m'a... Une info utile et importante que j'ai eu les 2 dernières années. Et en fait, c'est comment ne pas se faire arnaquer par les avocats. Alors, les avocats, c'est un truc, tu pourrais penser que ce seraient les premiers à respecter la loi. Mais en fait, et c'est que ce soit les petits cabinets ou les gros cabinets. Bon, déjà, on part du principe que tout le monde qui écoute là, à un moment ou un autre, va devoir traiter avec un avocat pour une raison ou une autre. Et les avocats, notamment quand ils parlent des personnes qui savent inexpérimentées, ils utilisent cette tactique, et encore une fois, c'est petit comme les gros cabinets, qui est en fait d'avoir un call avec toi, dire on va faire des recherches, ainsi de suite, ne rien te dire sur les honoraires, puis 2 semaines plus tard, tu reçois une facture de 3 000 € en disant alors que c'est un stagiaire qui a fait des recherches Google, quoi. Faut savoir que c'est totalement illégal, et donc tu peux totalement leur dire non, en fait, non, je vais pas payer ça. Parce qu'on ne s'est jamais accordé sur des honoraires. C'est légal parce que tu n'as pas eu de devis? À aucun moment on s'est accordé sur un forfait ou des honoraires, quoi, tout simplement. Alors, il y a 2 méthodes pour pallier à ça. Une qui est éthique et une qui ne l'est pas. Celle qui est éthique, c'est en gros justement clarifier ça dès le début. Bon point pour l'avocat d'ailleurs, si dès le début il dit voilà, on va partir sur ça. Il y en a quand même certains qui font ça, qui vont être clairement exprimés, voilà, ce sera ça. Horaire, ça va me prendre environ 4-5 heures, ou à quoi il faut s'attendre, ou alors payer à la prestation, ainsi de suite. Mais donc, sinon, juste dans le point call, clarifier par rapport à ça. Ça, c'est l'éthique. Ce qui peut être utilisé pour faire des économies de frais d'avocat, et qui n'est pas éthique, mais qui est un peu l'arroseur arrosé, c'est en gros ne rien leur dire. Donc, qu'ils fassent le travail, les recherches, et ainsi de suite. Et puis après, une fois qu'ils vous envoient la facture, vous payez pas, quoi. Parce que vous n'avez pas à payer. Donc ça, c'est pas très éthique, mais en même temps, c'est eux à la base qui font quelque chose qui est justement... donc est-ce que ça s'annule? Je sais pas. Mais si vous voulez économiser sur des frais d'avocat et auprès d'avocats qui sont pas très scrupuleux, du coup, ils se retrouvent coincés parce qu'ils ont rien annoncé ils ont pas voulu annoncer des honoraires en pensant justement pouvoir ensuite facturer un peu n'importe quoi à la personne. Et là, vous vous retrouvez du coup avec un travail effectué pour lequel vous payez pas. Ouais, après ça, c'est un truc, je pense, qui est important parce que tu te dis, quand tu reçois une facture d'avocat, tu te dis forcément, c'est moi qui ai merdé quelque part, j'ai pas dû comprendre un truc. Mais non, et les avocats le savent très bien, il faut en avance définir des honoraires et ça peut pas juste être une facturation lambda plus tard. Donc voilà, c'est un conseil de mon côté. Pas très lifestyle, mais qui peut économiser quelques milliers d'euros. Ouais, c'est un conseil bien concret, bien spécifique. Moi, je me suis fait un trip il y a ça va faire quasiment 9 mois que je me suis acheté un de ces bureaux, tu sais, qui monte et qui descend avec un petit moteur, ça fait et ça monte comme ça. Ça t'a compté combien? 500, 600, 800, 900 euros? 1000 euros? Ouais, non, en fait, du coup, le problème en Thaïlande, pour le coup, c'est que, un des avantages dont on parle pas, c'est que parfois, tu veux acheter des produits dont tu as entendu parler, un peu fancy américains, et tu galères à les trouver. Et là, c'est un truc, j'ai un peu galéré à le trouver en Thaïlande. J'ai fini par le trouver sur Lazada. Donc finalement, c'était pas extrêmement cher. C'était genre $600, je pense, US. Ce qui est pas extrêmement cher pour cette catégorie de produits. Du coup, c'est un peu moi, un truc. c'est un truc qui m'a étonné. C'est parce que justement, je pensais en revendre des Sandisk et du coup, je faisais des usines. Ouais. Et il me sort des prélections. Je me dis, en fait, c'est juste une table qui monte et qui descend. Pourquoi c'est si cher? Mais effectivement, c'est très cher. Je sais pas exactement la raison, à vrai dire. Je sais pas si ça va descendre dans le futur, mais ouais, c'est payer effectivement $600, c'est pas du tout anormal. Donc voilà, c'était un truc assez basique, hein, mais c'est assez cool et j'avoue que je commence à vraiment me reposer dessus, et si je l'avais pas, je serais bien ennuyé. Notamment là, on a commencé un podcast, on avait rendez-vous à 14h. J'ai fini là ce matin, je faisais une vidéo, donc j'étais un peu en retard. J'ai fini probablement de bosser à 13h10, tu vois, donc j'ai en gros 3/4 d'heure pour bouffer et tout. Mais après avoir bouffé, juste revenir à ton bureau et faire un podcast, je serais un peu en mode mou, tu vois. Les gens auraient eu un épisode tout mou avec bienvenue sur Nomad Digital. J'ai un peu ce coup de barre du début d'après-midi. Et vraiment, le standing desk, alors après, c'est le truc le moins nomadisme digital possible parce que du coup, tu as acheté un bureau. C'est la première fois de ma vie que j'ai acheté un bureau ou même un meuble, quoi. Je pense que c'est le premier meuble que j'ai acheté dans ma vie en dehors d'un truc à la con que j'aurais pu laisser derrière moi. Mais j'avoue que je me repose beaucoup dessus, notamment pour tout ce qui est enregistrement.
Et je pense que je m'en servirais moins dans une autre situation, mais quand j'enregistre des vidéos, des podcasts, des réponses à des questions, et que je me sens un peu mou et que j'ai un peu la flemme, simplement pouvoir lever le bureau et que tout se lève avec les écrans, les micros, les machins, ça joue énormément. Parce qu'avant, ce que je faisais, c'est qu'en gros, j'empilais des trucs, en fait. J'empilais des trucs sur ma table et je mettais mon ordi dessus pour avoir un truc qui était standing. Bon, d'abord, il y a le truc où le moins de faux gestes, tu bazardes tout. Et puis simplement. C'est là que la biographie de Napoléon devient utile, quoi. Ouais. Elle est bien large. Je fais la moitié du standing desk. 30 cm, quoi. C'est ça. La moitié du standing desk. Et mais tu sais, c'était des boîtes de machins, une chaise, un banc. Hein, c'était totalement bancal. Et puis surtout. Équilibre précaire. Et puis à chaque fois, tu prends 5 minutes. Bon, bah, c'est pas très grave, mais 5 minutes pour le mettre, 5 minutes pour l'enlever. T'as un peu la flemme de le faire à chaque fois, etc. Là, t'as un petit bouton et ça marche. Donc c'est un truc. Pendant longtemps, je me suis dit, est-ce que ça a vraiment du sens, que je vais vraiment m'en servir? Et finalement, je m'en sers pas mal. Et d'un point de vue des avantages d'être un peu moins nomade et d'avoir bien un endroit où tu es posé, c'est cool d'avoir ce bureau. Tu arrives à rester combien de temps debout? Parce que moi, j'avais par un moment, c'était pas un standing desk, mais je me rendais compte que j'avais pas resté plus de 30 minutes debout, quoi. Physiquement incapable. Ce qui, je pense, c'est un problème, hein, et qui, du coup, justifie l'utilisation d'un standing desk, mais j'avais beaucoup de mal, quoi. Moi, souvent, je peux faire 2 heures sans trop de problèmes sur un enregistrement. Bon, là, on va faire le podcast, ou sur un enregistrement, je peux être 2 heures debout. Mais en fait, souvent, j'en ai pas forcément besoin d'être debout pendant 2 heures. Souvent, j'en ai besoin pour me dynamiser, tu vois, au départ d'un enregistrement. Et à la limite, si je veux m'asseoir en plein milieu, c'est pas grave. Parce que, voilà, j'ai récupéré, tu vois, où je suis plus aussi dans le mou. Mais globalement, j'arrive. Le truc qui me fait halluciner, par contre, c'est les gens qui ont un treadmill desk. Alors là, c'est le next step. Tu as un espèce de tapis roulant sous ton bureau auquel tu peux marcher. Et là, par contre, je sais pas comment tu fais quoi que ce soit, quoi. Tu peux pas enregistrer. Je pense pas que tu puisses taper correctement. Tu fais quoi? Tu regardes des vidéos, peut-être tu mates des trucs, mais c'est à peu près tout. Mais tu as dû le voir, l'article de ce gars-là qui fait ça, qui a sa boîte. Je crois que c'est partagé par Tim Ferriss, je crois, où justement, c'est un article sur la productivité. C'est un mec qui est en fait en CEO remote depuis 28 ans, très très geek, et justement, il a mis en place, et apparemment, à une vitesse de 2 miles per hour, il arrive à travailler normalement, en fait. Donc, ça doit être faisable. Je pense qu'il faut un temps d'adaptation, mais ça doit être faisable. Le seul truc que je peux voir un intérêt, c'est si tu fais pas mal d'appels. C'est vrai que pendant mes appels, j'ai tendance à arpenter, à marcher en rond dans la pièce. Et du coup, je peux pas le faire sur les appels vidéo. Mais là, je pourrais peut-être voir un truc, tu vois, où tu peux marcher et parler en même temps sans trop de problème. Après, il faut voir que ce gars aussi, ce qu'il a fait carrément, tu sais, les trucs pour tenir, tu sais, quand dans les films américains, où il se balade dans les stades et avec des pop-corn hautes, c'est le truc, ou les cinémas, c'est le truc devant. Ouais. Il a fait pareil pour son PC portable. Donc le mec, tu le vois, il se balade dans la forêt, et il a du coup son PC portable qui est accroché, comme un bébé aussi, tu vois, pareil. Et il tape comme ça sur son PC portable avec son casque pendant qu'il se balade dans la forêt, tu vois. Donc il pousse le truc un peu loin, mais c'est assez marrant à voir. Ok, je l'avais pas celle-là, j'ai pas vu passer cet article. Sur ce, on arrive quasiment à la fin de l'épisode. Paul, une dernière petite tradition du podcast Nomade Digital, c'est bien sûr la fameuse anecdote. Est-ce que tu as une anecdote pour nous aujourd'hui? L'anecdote est un peu longue, donc accrochez-vous. Vas-y. Tout commence un dimanche. C'est un dimanche avec 2 potes, donc il y a 3 protagonistes. Il y a Simon, Hugo et moi. Simon, que tu connais d'ailleurs. Mm-hmm. On s'est dit, on va aller faire un peu de motocross sur une sorte de circuit de track, en sachant que moi, je débutais. Hugo débutait aussi. Simon était un peu plus expérimenté, mais n'était pas aussi encore au top niveau. Et aussi, par exemple, j'utilisais une basket, quoi. Normalement, tu fais jamais une motocross en basket. Ouais. J'étais basket, j'avais un casque de moto normal. Bref, j'étais pas équipé. Et au circuit, on rencontre un mec, un pote Max, qui nous parle d'une single, comment ça s'appelle, single trail, je crois que c'est ça. En gros, c'est un petit chemin où justement tu peux passer, c'est juste peut-être 1 mètre de largeur max, et il nous dit voilà, c'est sympa à faire, vous allez rejoindre Meirim, donc de l'autre côté de la montagne en 15 minutes, c'est niveau intermédiaire. Donc on se dit bah vas-y, on tente. On part là-bas. Ça se passe plutôt pas mal au début. On est en motocross, tout se passe bien. Simon est devant. Pour les trucs, on a une sorte de sorte d'ornière. Il monte, il coince la moto dans l'ornière. Donc on descend.
on utilise toute l'énergie pour ressortir la moto, on galère, on finit par la poser à côté. Mais on est déjà conscient d'être mort, et aussi on n'avait pas prévu du tout de faire ce trip-là. Et on pensait que ça allait être un truc simple et qu'on aurait claqué en 15 minutes, quoi. Et à ce moment-là, je sais pas, il est peut-être 14, 15 heures, un truc comme ça. Aussi, on n'avait pas pris d'eau avec nous. Et t'as Simon qui commence à subir un peu les effets d'hydratation. Donc on décide de faire marche arrière et juste de revenir à pied. Donc on revient à pied un peu à loose. On finit au bout de 30 minutes par retrouver la civilisation. T'as Simon qui, de mémoire, boit 4 bouteilles d'eau et de coca d'un coup. Et lui, Simon, il a décidé, c'est bon, c'est fini pour aujourd'hui. Au pire, il a dit, parce qu'en fait, c'est une sorte de parc et ça appartient à l'armée. Donc il dit, au pire, on paiera l'armée pour nous récupérer nos motos, quoi, plus tard. Donc il repart chez lui. Avec Hugo, nous, on est encore très motivés. Et on se décide, on va pas lâcher, on y retourne. Il commence à pleuvoir et à faire nuit. C'est pas grave, on y retourne quand même. Donc très rapidement, ce qui devait arriver arriva. Attends, t'as passé combien de temps à faire l'aller-retour? Tu m'as dit qu'il était 14-15 heures, il fait nuit déjà, donc ça a pris quand même 1h30 de faire l'aller-retour. On a peut-être passé limite 1 heure à sortir la moto de Simon, puis débattre de ce qu'on devait faire. Après, en plus de retour, 30 minutes d'effection, peut-être qu'il ferait une timeline plus précise. Mais du coup, là, il est peut-être 16h30. Non, c'est juste 17h. Il fait nuit. Parce qu'il faut savoir que le jour se couche tôt ici par rapport à la France. C'est vrai. Et c'est une constante, en fait. Généralement, ça fait 18h, c'est réglé. Donc, on repart avec Hugo. On est motivé, on veut récupérer nos motos. Surtout qu'en fait, je crois, il me semble que la différence, c'est ça, c'est que nos motos, c'était des motos de location, donc on voulait pas payer une journée en plus aussi. C'était ça la motivation, je crois, originelle. On y va, on fait avancer les motos quand même pas mal. À un moment, la moto d'Hugo se bloque, et donc moi, je l'aide et je la soulève et on la fait passer par-dessus. C'est autour de ma moto, on n'arrête plus l'énergie, on bloque exactement au même endroit, on l'abandonne ici, et on se dit, bon, on va quand même essayer de ramener une moto. Au final, il fait nuit, on est dans la boue, il pleut, on n'y voit rien, on s'épuise. On se retrouve coincé, pour son crédit, t'as Hugo qui veut pas lâcher l'affaire et qui veut absolument ramener la moto, et moi je suis là, non, c'est bon, c'est fini. Je rentre, si tu veux continuer, tu continues, mais je rentre. Donc on finit par rentrer. Et ce que j'aurais dû raconter au tout début de l'histoire et que j'ai oublié, et qui est très important à ce moment-là en termes pour l'anecdote, c'est qu'en fait, vu qu'on était parti faire des motocross, j'avais pris un vieux pantalon trop large pour moi, en me disant, je m'en fous, c'est du motocross. Si je salis, c'est pas grave. Sauf que bien sûr, quand on abandonne les motos, il faut que je prends mon casque et ainsi de suite. Et du coup, en même temps, je suis en train de porter des trucs et en même temps, je suis en train de tenir mon pantalon pour qu'il descende pas, tu vois. Donc j'ai fait ça déjà un aller-retour. Et là, sur le retour, où je suis un peu déprimé. Je suis bon, rien à foutre. Il fait nuit, de toute façon, personne ne me verra. Et donc, en fait, je laisse tomber mon pantalon, tu vois. Pas grave. Je suis juste en calbut. Et donc, on est là, on marche sur le sentier en calbut. C'est désert, parce qu'à cette heure-là, le parc est fermé. On marche. À un moment, on reste un peu en arrière parce qu'on avait repéré la dernière fois qu'il y avait des chiens de rue, street dogs, qui étaient là, donc on voulait pas trop prendre de risques. Et donc, on attend un peu en arrière. Et ce qu'on voit arriver, c'est... au début, je pensais que c'était une voiture de police, parce qu'il y avait les lumières. En fait, c'était les rangers du parc. Parce que, bien sûr, on était là de façon illégale, parce que le parc était fermé. Donc, tu as un mec avec une lampe frontale qui s'approche. En fait, l'image qu'il a dû voir, je m'en suis rendu compte plus tard, qui est quand même assez particulière, c'était qu'en fait, on était tous les deux assis par terre, sur un sentier, avec moi en calbut, quoi. Et donc il est venu. Je crois qu'il s'est rendu compte qu'on était farangue. Il est resté quand même à une distance assez appréciable, 5 mètres. Et moi, j'étais là, en fait, je faisais OK, parce qu'on a appelé Simon pour qu'il vienne nous chercher. On fait OK. Et l'histoire se finit plutôt bien. T'as Simon qui arrive avec sa copine qui est Thaï, et qui négocie. Sa copine explique qu'on s'était perdu tout, en gros on n'était pas en infraction et que voilà, c'était pas volontaire, il n'y avait pas besoin de foutre une amende ou quoi que ce soit. On rentre. Et ce qui est peut-être la morale de l'histoire, c'est qu'on est retourné le lendemain. On n'a même pas eu besoin des militaires thaïlandais. Ça nous a pris 3-4 heures. Il y avait Simon qui était sur la moto, donc on a ramené les 3 motos. Simon qui était sur la moto, Hugo et moi derrière qui poussions en nous prenant toute la boue dans la figure. Ça a pris 3-4 heures. Je pense que je me suis créé une blessure au dos qui est encore présente maintenant. Mais au final, on a ramené les 3 motos, quoi. Ce qui en fait un bon souvenir maintenant. L'anecdote n'était pas très structurée, mais je ne l'ai pas beaucoup préparée non plus. Donc on m'excusera par rapport à ça.
La morale de l'histoire, c'est que c'est comme pour les avocats, tu vois. C'est comme pour les avocats. Quand quelqu'un te dit qu'il faut faire quelque chose, tu demandes toujours les détails. Combien ça va coûter? Combien de temps ça va prendre? Si quelqu'un te dit j'ai un super petit chemin de forêt, tu te demandes ça prend combien de temps? Tu l'as déjà fait? C'est compliqué parce que. Et puis aussi, ce que je t'ai dit, c'est que ce gars-là, il est excellent en motocross. Il est très, très bon. Il fait des compétitions au niveau régional, et ainsi de suite. C'est un champion olympique. Mais c'est pas champion olympique, mais c'est pas loin, tu vois. Mais il est vraiment très, très bon. Et donc, c'est peut-être aussi un truc, c'est que quand un mec très, très bon te dit que quelque chose est niveau intermédiaire, c'est que généralement, c'est pas niveau intermédiaire, quoi. C'est peut-être un peu plus que donc, c'est peut-être aussi quand quelqu'un te dit que c'est quelque chose est facile, mais que cette personne est très, très bonne, généralement, c'est pas aussi facile que ça, quoi. Donc, voilà. Effectivement, peut-être d'abord se renseigner. 2 aussi, se préparer. Voilà. Une autre leçon, c'est qu'il faut prendre de l'eau. Parce que si tu te trouves coincé dans la forêt, il fait chaud en Thaïlande, ainsi de suite, t'as pas d'eau, avec l'effort, rapidement, tu t'épuises. Mais de base, ça m'étonne que d'aller faire de la motocross sans eau, parce que je me dis, tu vas te bouffer de la poussière. J'ai l'impression que 20 minutes dehors ici, j'ai soif, tu vois, donc... Parce qu'en fait, on était parti sur un circuit, en fait, et juste à côté du circuit, tu as une sorte de bar, quoi. Ah ouais, ok. Pas un bar, mais un restaurant. Okay. Donc, on se dit, au pire, voilà, donc... Ouais. Et après, c'est aussi peut-être la morale de l'histoire aussi, c'est que, à vrai dire, souvent, les sorties en motocross, elles se compliquent, très souvent. Ça se complique. C'est peut-être aussi la morale de l'histoire, c'est que finalement, maintenant, c'est un excellent souvenir, c'est devenu une anecdote. Donc, au final... Il y a peut-être aussi une question de risk-reward. Est-ce qu'on prenait un gros risque? Non. On était à 30 minutes à pied au pire. Donc, au mieux, ce serait quand même bien passé. On aurait fait le trajet comme il fallait. Au pire, on s'est retrouvé coincé et ça fait une histoire à raconter. Donc, c'est peut-être aussi la morale, c'est peut-être l'inverse. C'est justement tenter sa chance. Faites des conneries, vous aurez des trucs à raconter. C'est ça. Tant que vous ne mettez pas votre vie en danger, c'est peut-être une bonne connerie à faire. Ce serait le... Ouais, je pense que c'est un peu ça. Quand il pense, pareil, on a fait un trip en Mongolie en motocross. J'ai souffert pendant tout le trajet. Pour moi, c'était la misère pendant tout le truc. J'étais en galère à part peut-être les 2 premiers jours. Tous les jours suivants, j'étais en souffrance. Mais c'est un super bon souvenir maintenant parce que justement, j'ai persévéré. Il y a eu des histoires marrantes qui se sont passées, mais qui sont peut-être pas racontables sur le podcast. Ah ouais, mais, carrément. L'histoire où tu t'es retrouvé en calbute au milieu de la forêt, c'était racontable, mais là, il y a des limites. C'est ça. Ah non, là c'est encore au-dessus. Là, c'est encore au-dessus. Peut-être qu'un jour, je vous raconterai l'histoire de la grand-mère prostituée. En sachant qu'il ne s'est rien passé entre moi et la grand-mère prostituée, je préfère préciser. Mais c'est une histoire assez rocambolesque. Peut-être pour un prochain podcast dans 2 ans. On y va au fur et à mesure. Mais ça crée des souvenirs. Ça crée même... c'est un peu toute l'idée que... Je crois que j'avais lu le bouquin. Bon, il est un peu agaçant, le gars, mais il est quand même... comment il s'appelait? David Goggins, je crois. Le militaire, un ancien Navy Seals qui fait des ultramarathons. Ok. Et autres, et qui parle du concept de Callous of Mind. Donc, comment on appelle ça, Callous en français? C'est avec des corps, quoi, des corps humains. C'est ça, et que c'est en gros, quand tu fais un travail manuel, tu finis par avoir ça, et donc tes mains sont plus résistantes. Et lui, il fait pareil, que c'est un peu la même façon que ça fonctionne avec le cerveau. Et donc, justement, avoir des difficultés, et puis persévérer dans ces difficultés, ça te crée un peu ces callus mentales, quoi, psychologiques. Sur ce, on se quitte. On se retrouve dans 2 ans pour un prochain épisode de Nomad Digital. D'ici là, vous pouvez vous rendre, non pas sur nomaddigitalpodcast.com, je suis même plus sûr si le site est toujours valable, mais sur Nomad Digital, sur toutes les plateformes de votre choix. Il est sur Spotify maintenant, il est sur iTunes, partout. Pour retrouver tous les épisodes du podcast, surtout si c'est le premier que vous avez écouté, vous pouvez aller vous refaire la série entière. Ça se maintient assez bien puisque finalement, tout ce qu'on parle, c'est vraiment ces concepts de philosophie, de vie, de productivité, etc. qui n'ont pas trop changé. Vous pouvez vous abonner pour avoir le prochain épisode dans 2 ans. Laissez votre avis, 5 étoiles sur iTunes, c'est indispensable. À la prochaine. Et je vous promets que j'aurai d'ici là scripté la prochaine anecdote et qu'elle sera bien construite, elle sera excellente. Elle sera excellente. Dans 2 ans, manquez pas l'épisode.